il y a 4,5 milliards d'années, alors que la Terre était encore un paysage infernal en fusion, la vie est apparue d'une manière ou d'une autre en seulement 600 millions d'années. Les scientifiques qualifient cela d'impossiblement rapide. Nous croyons que la vie est sortie du bouillon primordial, a évolué lentement et a finalement créé l'humanité. Mais si nous avions tout inversé? Et si la vie avait plus de l'espace, portant les plans génétiques de civilisation existant des milliards d'années avant même la formation de la Terre? Si vous êtes prêt à remettre en question tout ce que vous savez sur les origines humaines, appuyez sur le bouton like et abonnez-vous. Nous sommes sur le point de révéler des preuves indiquant que nous pourrions être les extraterrestres. Préparez-vous, nous commençons. Imaginez essayer d'assembler un smartphone fonctionnel en secouant une boîte de pièces électroniques pendant 600 millions d'années. Les mathématiques derrière l'émergence de la vie sur Terre brisent toutes les règles de probabilité. Lorsque notre planète s'est enfin refroidie suffisamment pour supporter de l'eau liquide, quelque chose d'extraordinaire s'est produit en un clin d'œil cosmique, selon les scientifiques. Des molécules complexes ont commencé à s'organiser en systèmes autoréplicants. Ce n'étaient pas de simples chaînes de carbone et d'hydrogène. Nous parlons de machines biologiques intricées capables de se copier avec une précision étonnante. Pensez à cette chronologie. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Pendant les premiers 800 millions d'années, notre monde était essentiellement une immense lampe à lave, constamment bombardée par des astéroïdes et des comètes. La température de surface atteignait 2000 degrés Fahrenheit. Rien ne pouvait survivre. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a 3,8 milliards d'années, nous trouvons des preuves de vie microbienne complexe déjà florissantes dans les archives fossiles. Cela donne à l'évolution seulement 600 millions d'années pour passer d'une roche stérile à des organismes vivants. Charles Darwin lui-même appelait cette apparition rapide le problème du petit étang chaud. Il savait que la sélection naturelle avait besoin de temps, de vastes quantités de temps, pour créer même les formes de vie les plus simples. Pourtant, ici sur Terre, la vie est apparue presque immédiatement après que les conditions soient devenues favorables. Considérez la complexité en jeu. Même la bactérie la plus basique contient environ 4 millions de parties individuelles fonctionnant en parfaite harmonie. ADN, ARN, protéines, membranes cellulaires, système de production d'énergie. C'est comme trouver un Boeing 747 entièrement assemblé dans une décharge où seuls des matériaux bruts existaient la veille. Les scientifiques modernes ont essayé de recréer ces conditions en laboratoire. Ils ont mélangé tous les bons produits chimiques, appliqué des charges électriques pour simuler la foudre et attendu. Les résultats, quelques acides aminés simples, les blocs de construction des protéines. Rien de proche d'une cellule vivante. L'écart entre la chimie et la biologie reste aussi mystérieux aujourd'hui qu'à l'époque de Darwin. Mais il y a une autre explication qui rend la chronologie logique. Et si la vie n'avait pas commencé de zéro sur Terre? Et si elle était arrivée ici déjà assemblée, déjà testée, déjà prouvée fonctionnelle? Imaginez la vie comme un héritage cosmique transmis par des civilisations qui ont résolu l'énigme biologique des milliards d'années avant l'existence de notre système solaire. Ce n'est plus de la science-fiction. La NASA a trouvé des composés organiques partout dans la galaxie. L'Agence spatiale européenne a détecté des molécules complexes dans des nuages interstellaires. Les blocs de construction de la vie ne sont pas des accidents cosmiques rares. Ils sont partout où nous regardons. L'hypothèse de la panspermie suggère que la vie se propage à travers l'univers comme des graines au vent. Certaines graines atterrissent sur des planètes adaptées et prennent racine. D'autres dérivent dans l'espace pendant des millions d'années en attendant les bonnes conditions. De cette perspective, la Terre n'était pas le berceau de la vie. C'était juste un autre jardin où des graines cosmiques ont enfin trouvé un sol fertile. Si cette théorie est vraie, alors chaque être vivant sur notre planète, y compris nous, porte la mémoire génétique de civilisations qui existaient bien avant que la Terre ne soit même une lueur dans une pouponnière stellaire. Mais les preuves vont bien plus loin que la simple probabilité mathématique. Cachées dans les roches qui pleuvent constamment sur notre planète, les scientifiques ont trouvé quelque chose qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les origines de la vie. Chaque jour, la Terre est frappée par 100 tonnes de débris spatiaux. La plupart de ces visiteurs cosmiques brûlent dans notre atmosphère, créant les étoiles filantes sur lesquelles nous faisons des vœux. Mais certains survivent au voyage, s'écrasant sur notre planète sous forme de météorites. Pendant plus d'un siècle, les scientifiques ont ouvert ces roches spatiales, s'attendant à trouver des minéraux et des métaux. Au lieu de cela, ils ont découvert quelque chose de bien plus extraordinaire. La météorite de Murchison a tout changé. Lorsque cette roche vieille de 4,5 milliards d'années s'est écrasée en Australie en 1969, les chercheurs ont trouvé quelque chose d'impossible à l'intérieur. Des acides aminés. Pas n'importe quels acides aminés, mais 74 types différents, y compris de nombreux qui n'existent pas naturellement sur Terre. Ce n'étaient pas des contaminations de notre planète. Les signatures chimiques prouvaient qu'ils s'étaient formés dans l'espace profond. Pensez aux acides aminés comme des blocs Lego biologiques.
Chaque protéine dans votre corps, de l'hémoglobine transportant l'oxygène dans votre sang aux enzymes digérant votre nourriture, est construite à partir de ces composants essentiels. Trouver cela dans une météorite était comme découvrir un kit de construction pour la vie flottant dans le cosmos. Mais la météorite de Murchison n'était pas seule. La météorite d'Aland, qui est tombée au Mexique, contenait des composés organiques encore plus complexes. Les scientifiques y ont trouvé des bases nucléotidiques, les lettres qui épellent les codes génétiques dans l'ADN et l'ARN. La météorite de Murray a révélé des composés sucrés qui forment l'épine dorsale du matériel génétique. La météorite de Carbonaceous Hill contenait des lipides, les blocs de construction des membranes cellulaires. Voici où les choses deviennent vraiment stupéfiantes. Certaines de ces météorites sont plus anciennes que notre système solaire. Elles se sont formées dans des pouponnières stellaires des milliards d'années avant l'existence de la Terre, transportant leur cargaison biologique à travers des distances et des échelles de temps inimaginables. C'est comme recevoir un message dans une bouteille de civilisations qui ont vécu et sont mortes avant même la naissance de notre Soleil. Des analyses récentes ont révélé quelque chose d'encore plus choquant. Certaines météorites contiennent des structures microscopiques qui ressemblent exactement à des bactéries fossilisées. Ce ne sont pas des formations minérales aléatoires. Elles ont les formes, tailles et organisations internes distinctes des cellules vivantes. La météorite ALH 84001, originaire de Mars, a suscité un débat intense lorsque les scientifiques de la NASA ont affirmé avoir trouvé des preuves de vie martienne ancienne préservées dans sa matrice rocheuse. Les implications sont stupéfiantes. Si les météorites transportaient régulièrement des composés organiques à travers le système solaire primitif, alors les blocs de construction de la vie étaient livrés aux planètes comme un service cosmique d'Amazon. La Terre, Mars, Vénus et les lunes de Jupiter et Saturne recevaient tous les mêmes paquets biologiques de l'espace profond. Ce système de livraison est encore actif aujourd'hui. Chaque fois que vous voyez une pluie de météores, vous observez des graines de vie potentielles pleuvoir sur notre planète. Les Perséides, les Géminides, les Léonides. Chaque traînée de lumière représente des composés organiques déposés dans notre atmosphère. Certains scientifiques croient maintenant que la période de bombardement précoce de la Terre, lorsque les astéroïdes et les comètes pilonnaient constamment notre planète, n'était pas seulement une force destructrice. C'était la façon dont l'univers plantait un jardin. Chaque impact livrait du nouveau matériel génétique, de nouvelles possibilités biologiques, de nouveaux chemins évolutifs. Mais si les météorites peuvent transporter les blocs de construction de la vie à travers l'espace, la question suivante devient encore plus extraordinaire. Des organismes vivants réels peuvent-ils survivre au voyage? La réponse réside dans les créatures les plus extrêmes de notre planète. Des organismes si résistants qu'ils semblent conçus pour les voyages interstellaires. La Terre se trouve à l'endroit le plus parfait imaginable, à 93 millions de milles d'une étoile de taille idéale. Nous appelons cela la zone Goldilocks. Pas trop chaud, pas trop froid, mais juste ce qu'il faut pour que l'eau liquide existe. Déplacez-nous 5% plus près du Soleil et nous devenons Vénus avec des températures de surface assez chaudes pour faire fondre le plomb. Déplacez-nous 10% plus loin et nous devenons Mars, un désert gelé où l'eau n'existe que sous forme de glace et de vapeur. La précision mathématique est époustouflante. L'orbite de notre planète varie de moins de 2% tout au long de l'année. Notre Lune est exactement de la bonne taille pour stabiliser notre inclinaison axiale, empêchant des fluctuations climatiques sauvages qui rendraient la vie complexe impossible. Notre atmosphère est composée de 78% d'azote et 20 et 1% d'oxygène. Une combinaison si chimiquement réactive qu'elle aurait dû s'épuiser il y a des milliards d'années. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cet équilibre délicat est resté stable pendant des milliards d'années. Les chances que cela se produise par hasard sont si faibles que les scientifiques peinent à les exprimer mathématiquement. C'est comme lancer une pièce et obtenir pile 10 000 fois de suite. Mais voici ce qui rend le problème Goldilocks encore plus étrange. La Terre n'a pas toujours été aussi parfaite. Il y a 4 milliards d'années, notre Soleil était 25% plus faible qu'aujourd'hui. Selon tous les calculs, notre planète aurait dû être une boule de neige gelée, complètement inhospitalière pour la vie. Les scientifiques appellent cela le paradoxe du jeune soleil faible. Pourtant, pendant cette période supposément impossible, la vie non seulement existait, mais prospérait. Les archives géologiques montrent des preuves claires d'océans liquides et d'écosystèmes microbiens complexes. Quelque chose gardait la Terre chaude quand elle aurait dû être froide, maintenant des conditions permettant à la vie de s'établir et de se propager. Les théories traditionnelles peinent à expliquer cela. Certains scientifiques suggèrent une activité volcanique massive créant un effet de serre. D'autres proposent que la Terre primitive avait une atmosphère beaucoup plus épaisse. Mais ces explications nécessitent une série de coïncidences si improbables qu'elles défient la crédibilité.
l'hypothèse de la panspermie offre une perspective différente. Et si les conditions parfaites de la Terre n'étaient pas des accidents, mais de l'ingénierie, et si des civilisations avancées, face à la mort de leur propre monde, n'avaient pas juste envoyé du matériel génétique au hasard, et si elles avaient délibérément choisi des planètes cibles et les avaient modifiées pour qu'elles soient adaptées à la vie, considérez la précision requise. Vous auriez besoin d'ajuster la composition atmosphérique, la mécanique orbitale, la force du champ magnétique et la rotation planétaire. Vous auriez besoin de tenir compte de l'évolution stellaire, en veillant à ce que le monde choisi reste habitable à mesure que son étoile vieillit et s'illumine. Ce niveau de terraformation nécessiterait des connaissances et une technologie bien au-delà de nos capacités actuelles. Les preuves de ce type de modification délibérée pourraient être cachées en pleine vue. La Lune inhabituellement grande de la Terre, par exemple, pourrait être le résultat d'une collision intentionnelle conçue pour créer des forces de marée et stabiliser la rotation de notre planète. Notre champ magnétique, généré par un noyau de fer liquide, nous protège des radiations solaires mortelles d'une manière qui semble presque trop commode. Même notre position dans la galaxie semble optimisée pour la vie. Nous orbitons dans ce que les astronomes appellent la zone habitable galactique, assez loin du centre galactique pour éviter les radiations destructrices, mais assez proche pour bénéficier des éléments lourds créés par les étoiles mourantes. Si la Terre a été délibérément préparée comme un laboratoire biologique, alors la question suivante devient cruciale. Quel type d'organisme pourrait réellement survivre au voyage depuis leur monde mourant jusqu'à notre monde soigneusement préparé? Au cœur du désert d'Atacama, où il n'a pas plu depuis plus de 400 ans, les scientifiques ont trouvé des bactéries prospérant à l'intérieur des roches. Ces organismes, appelés endolites, vivent dans des conditions qui tueraient presque toute autre forme de vie sur Terre. Pas d'eau, pas d'oxygène, pas de nutriments organiques et des niveaux de radiation létaux pour les humains. Pourtant, ils ne survivent pas seulement, mais se reproduisent, créant des écosystèmes entiers dans ce qui semble être de la pierre solide. Cette découverte a conduit les chercheurs à une question stupéfiante. Si la vie peut exister dans les environnements les plus extrêmes de la Terre, qu'en est-il de l'environnement extrême ultime, l'espace extérieur lui-même? La réponse est venue d'expériences à bord de la Station spatiale internationale. Les scientifiques ont exposé des échantillons de bactéries au vide spatial, où les températures oscillent de 250 degrés en dessous de zéro à 250 degrés au-dessus. Pas de pression atmosphérique, pas de protection contre les radiations cosmiques, pas de nutriments, pas d'eau. Ces conditions tueraient un être humain en quelques secondes. Les bactéries non seulement ont survécu, mais ont continué à se reproduire. Deinococcus radiodurans, surnommé Conan la bactérie, peut résister à des doses de radiation 3000 fois plus élevées que ce qui tuerait un humain. Elle peut survivre dans un vide complet pendant des années. Lorsque son ADN est déchiqueté par les rayons cosmiques, elle le reconstruit simplement en utilisant des mécanismes de réparation interne que les scientifiques essaient encore de comprendre. Les tardigrades, des animaux microscopiques qui ressemblent à des ours à 8 pattes, sont encore plus impressionnants. Ils peuvent arrêter complètement leur métabolisme, entrant dans un état appelé cryptobiose, où ils ne sont ni vivants ni morts. Dans cet état, ils peuvent survivre à des températures de négatif 458 degrés Fahrenheit, à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Ils peuvent supporter une pression 6 fois supérieure à celle des fosses océaniques les plus profondes. Ils peuvent se passer de nourriture ou d'eau pendant plus de 30 ans. Mais voici la partie vraiment stupéfiante. Lorsque les chercheurs ont exposé des tardigrades au vide spatial pendant 10 jours, 70% d'entre eux sont revenus à la vie une fois de retour dans des conditions normales. Ils ont repris à manger, à se reproduire et à se comporter comme si rien ne s'était passé. Ce ne sont pas des exemples isolés. Les scientifiques ont trouvé des bactéries vivant dans des réacteurs nucléaires, dans des bassins d'acide concentré, dans des sources chaudes bouillantes et dans la glace antarctique gelée depuis des millions d'années. Chaque découverte élargit notre compréhension de la résilience et de l'adaptabilité incroyable de la vie. Si des organismes aussi résistants existent naturellement sur Terre, imaginez quel type de forme de vie pourrait exister sur des planètes aux conditions encore plus dures. Des mondes orbitant autour d'étoiles mourantes, des planètes avec des atmosphères épaisses et toxiques, des lunes couvertes de radiation, de glace bombardée, la vie pourrait non seulement survivre dans ces environnements, mais y prospérer. Cela change tout sur les voyages interstellaires pour les organismes vivants. Nous pensions autrefois que la vie était fragile, nécessitant des conditions parfaites pour survivre même à de courts voyages dans l'espace. Maintenant, nous savons que certains organismes terrestres pourraient potentiellement survivre à des voyages durant des milliers ou même des millions d'années. Les implications sont stupéfiantes. Si les bactéries et les tardigrades peuvent survivre dans l'espace, ils pourraient faire de l'autostop sur des astéroïdes et des comètes en ce moment même, voyageant entre les systèmes stellaires comme des passagers biologiques clandestins. Chaque impact de météorite pourrait livrer non seulement des composés organiques,
mais des passagers vivants réels venant de mondes distants. Mais la survie n'est que la moitié de l'équation. Pour que la panspermie fonctionne, ces voyageurs cosmiques devraient trouver des conditions adaptées à la croissance une fois arrivés. La question est de savoir si les archives fossiles de la Terre montrent des preuves d'arrivée biologique soudaine qui ne peuvent pas être expliquées par une évolution graduelle. Charles Darwin appelait cela l'objection la plus sérieuse à sa théorie de l'évolution. Les archives fossiles, qui devraient montrer des transitions graduelles entre les espèces, révèlent au contraire quelque chose de bien plus intrigant. Des formes de vie complexes apparaissent soudainement, pleinement formées, sans lignée ancestrale claire. C'est comme trouver des smartphones modernes dans des couches archéologiques sans aucune preuve d'appareil de communication antérieur. Prenez l'explosion cambrienne il y a 540 millions d'années. Pendant 3 milliards d'années, la Terre était peuplée presque exclusivement d'organismes unicellulaires simples et de formes multicellulaires basiques. Puis, en un instant géologique couvrant seulement 25 millions d'années, virtuellement tous les grands groupes animaux sont apparus simultanément dans les archives fossiles. Nous parlons de créatures avec des yeux complexes, des systèmes nerveux sophistiqués, des coquilles intricées et des stratégies de chasse avancées. Les trilobites sont apparus avec des yeux composés contenant plus de 15 000 lentilles individuelles, plus sophistiquées que la plupart des insectes modernes. Anomalocaris, un prédateur de 6 pieds de long, est apparu avec des bras flexibles et des parties buccales complexes conçues pour traiter les proies. Où sont leurs ancêtres? Où sont les formes transitionnelles montrant le développement progressif de ces caractéristiques? L'évolution traditionnelle prédit que nous devrions trouver des millions de fossiles intermédiaires, montrant une progression étape par étape du simple au complexe. Au lieu de cela, nous trouvons des lacunes si grandes que les paléontologues leur ont donné un nom, le hiatus cambrien. Mais l'explosion cambrienne n'est pas unique. Les archives fossiles sont remplies d'apparitions soudaines similaires. Les oiseaux apparaissent au Jurassique sans ancêtres reptiliens clairs, montrant le développement progressif du vol. Les plantes à fleurs émergent au Crétacé sans précurseur évident. Les mammifères se diversifient rapidement après l'extinction des dinosaures, remplissant les niches écologiques avec une vitesse stupéfiante. Plus intriguant encore, ces apparitions rapides coïncident souvent avec des impacts d'astéroïdes et des périodes de bombardements cosmiques. L'extinction permienne-triasique, la plus grande extinction de masse dans l'histoire de la Terre, a été suivie d'une explosion de nouvelles formes de vie. L'impact d'astéroïdes qui a tué les dinosaures a conduit à la diversification des mammifères. Chaque événement catastrophique semble déclencher des vagues d'innovation biologique. Les généticiens modernes ajoutent une autre couche à ce mystère. Lorsque les scientifiques analysent les séquences d'ADN à travers différentes espèces, ils trouvent que de nombreuses innovations génétiques cruciales apparaissent soudainement dans la chronologie évolutive. Les gènes responsables des yeux complexes, par exemple, sont remarquablement similaires à travers des groupes animaux très différents, suggérant qu'ils n'ont pas évolué indépendamment, mais ont été hérités d'une source commune. Certains des systèmes biologiques les plus importants montrent ce même pattern d'émergence soudaine. La photosynthèse, le processus qui convertit la lumière du soleil en énergie, apparaît pleinement formé dans les archives fossiles sans chemin évolutif clair. La machinerie complexe requise pour la réplication de l'ADN et la synthèse des protéines émergent sans stade transitionnel évident. La théorie évolutive traditionnelle explique ces lacunes comme des artefacts d'une mauvaise préservation fossile. Les organismes à corps mou, argumente-t-il, ne se fossilisent tout simplement pas bien, créant un enregistrement incomplet. Mais cette explication peine face à l'improbabilité mathématique de tant de systèmes complexes apparaissant simultanément. L'hypothèse de la panspermie offre une explication alternative. Et si ces apparitions soudaines représentaient des événements de colonisation biologique? Et si l'ensemencement cosmique ne livrait pas seulement des composés organiques simples, mais des plans génétiques réels de civilisation qui avaient déjà résolu ces défis évolutifs? Si la Terre reçoit des paquets biologiques de l'espace depuis des milliards d'années, nous pourrions nous attendre à trouver des preuves de ce système de livraison encore en fonctionnement aujourd'hui. La clé est de savoir où regarder et quels environnements cosmiques pourraient être en train de fabriquer les blocs de construction de la vie en ce moment. Entre les étoiles, dans des régions si froides que les atomes bougent à peine, quelque chose d'extraordinaire se produit. De vastes nuages de poussière cosmique, s'étendant sur des années-lumière d'espace, créent spontanément des molécules organiques complexes. Ce ne sont pas des réactions chimiques aléatoires. Les radiotélescopes ont détecté plus de 200 composés organiques différents flottant dans l'espace interstellaire, y compris de nombreux blocs de construction essentiels de la vie. La nébuleuse de l'Aigle, à 7000 années-lumière, contient assez de matière organique pour ensemencer des millions de planètes. La nébuleuse d'Orion produit des molécules d'alcool par trillions, ainsi que des sucres, des acides aminés et même des structures plus complexes que les scientifiques essaient encore d'identifier.
Ces pouponnières stellaires ne forment pas seulement de nouvelles étoiles et planètes. Elles fabriquent de la chimie biologique à une échelle industrielle. Comment cela est-il possible dans le vide spatial? Le secret réside dans de minuscules grains de poussière, chacun plus petit que les particules de fumée de cigarette. Ces usines microscopiques fournissent des surfaces où les atomes peuvent se rencontrer et se lier, protégés des radiations dures qui déchiraient normalement les molécules. Au fil de millions d'années, des atomes simples d'hydrogène et de carbone se combinent en structures complexes. Pensez à chaque grain de poussière comme un laboratoire cosmique. Les atomes d'hydrogène s'accrochent à la surface et s'accumulent progressivement. Lorsque la lumière ultraviolette des étoiles proches frappe ces grains, elle fournit juste assez d'énergie poursuivant des réactions chimiques sans détruire les produits. Le processus ressemble à une cuisson lente à l'échelle cosmique où la patience et des conditions précises créent une complexité moléculaire qui ne devrait pas exister dans l'espace profond. Des observations récentes du télescope spatial James Webb ont révélé quelque chose d'encore plus étonnant. Certains nuages interstellaires contiennent des structures moléculaires si complexes qu'elles rivalisent avec la chimie trouvée à l'intérieur des cellules vivantes. Des hydrocarbures à longue chaîne, des composés organiques annulaires et même des structures de membranes primitives ont été détectées flottant dans des régions où les températures sont de 400 degrés en dessous de zéro. Ces découvertes changent fondamentalement la façon dont nous pensons à la distribution des blocs de construction de la vie. Au lieu que la chimie organique soit rare et confinée aux surfaces planétaires, nous savons maintenant qu'elle se produit continuellement à travers la galaxie. Chaque région de formation d'étoiles est simultanément une région de formation de molécules, produisant des matériaux biologiques qui sont incorporés dans de nouveaux systèmes solaires. Lorsque ces nuages de poussière s'effondrent finalement pour former des étoiles et des planètes, ils ne perdent pas leur inventaire organique. Au contraire, toutes ces molécules complexes sont concentrées dans des astéroïdes, des comètes et des atmosphères planétaires. C'est comme si l'univers gérait une opération d'impression tridimensionnelle depuis des milliards d'années, fabriquant des composants biologiques et les distribuant dans tous les coins de la galaxie. L'échelle est ahurissante. Notre galaxie de la Voie lactée contient des milliards de ces usines moléculaires, chacune produisant des composés organiques équivalents à la masse de milliers de terres. Le taux de production signifie que chaque système solaire, y compris le nôtre, s'est formé à partir de matériaux déjà riches en précurseurs biologiques. Cet ensemble de chimie cosmique aide à expliquer pourquoi des composés organiques sont trouvés dans des météorites des périodes les plus anciennes de la formation du système solaire. Ce n'était pas un hasard aléatoire qui a livré ces matériaux à la Terre. C'était une conséquence inévitable de notre environnement cosmique, où les blocs de construction de la vie sont aussi communs que l'hydrogène et l'hélium. Mais identifier des composés organiques dans l'espace n'est que le début. La vraie question est de savoir si nous pouvons trouver des preuves directes d'activité biologique atteignant la Terre depuis ces laboratoires stellaires. Le 20 juillet 1976, quelque chose d'inédit s'est produit dans l'histoire de l'exploration humaine. L'atterrisseur Viking 1 a touché la surface martienne et a immédiatement commencé à mener des expériences conçues pour détecter des signes de vie. Ce qui s'est passé ensuite a lancé une controverse scientifique qui continue à ce jour et a potentiellement fourni la première preuve directe de la panspermie en action. L'expérience de libération étiquetée était élégamment simple. L'atterrisseur a prélevé du sol martien et l'a mélangé avec une solution nutritive contenant du carbone radioactif. La logique était directe. Si des micro-organismes existaient dans le sol, ils consommeraient les nutriments et libéreraient du dioxyde de carbone radioactif que des détecteurs sensibles pourraient mesurer. Les résultats ont été immédiats et dramatiques. En quelques heures, les détecteurs ont enregistré un pic net dans la production de gaz radioactifs. Le pattern ressemblait exactement à ce que l'on attendrait d'un métabolisme biologique. Des organismes vivants mangeaient apparemment les nutriments et exhalaient du dioxyde de carbone radioactif. Le docteur Gilbert Levin, le concepteur de l'expérience, était convaincu qu'ils avaient trouvé de la vie sur Mars. Mais la NASA restait sceptique. Ils ont mené des tests supplémentaires, y compris des expériences de contrôle où des échantillons de sol étaient chauffés à des températures qui devraient tuer tout micro-organisme. Lorsque les échantillons chauffés n'ont montré aucune production de gaz, cela semblait confirmer que quelque chose de biologique était responsable des résultats originaux. Cependant, d'autres expériences sur la même mission ont produit des données conflictuelles. Le chromatographe en phase gazeuse conçu pour détecter des molécules organiques n'a trouvé aucune preuve de composés à base de carbone dans le sol martien. Comment pouvait-il y avoir des organismes vivants sans chimie organique pour les soutenir? Pendant des décennies, le consensus scientifique a rejeté les résultats de Viking comme chimiques plutôt que biologiques. Mars, argumentait-il, était trop froid, trop sec et trop bombardé par les radiations pour supporter la vie.
La production de gaz devait avoir été causée par des réactions chimiques inconnues dans le sol alien. Mais cette explication n'a jamais pleinement satisfait les critiques. Les patterns détectés par Viking étaient remarquablement similaires à des signatures biologiques. La réponse initiale rapide, suivie d'un déclin progressif, correspond au comportement de micro-organismes terrestres introduits à de nouvelles sources de nutriments. Les réactions chimiques produisent typiquement une sortie de gaz stable et prévisible, pas les patterns complexes observés par Viking. Des découvertes récentes ont forcé les scientifiques à reconsidérer ces résultats vieux de 40 ans. Nous savons maintenant que la vie sur Terre existe dans des environnements bien plus extrêmes que la surface martienne. Des bactéries prospèrent dans la glace antarctique, dans des sources volcaniques hautement acides et dans des environnements avec des niveaux de radiation létaux pour les humains. Si la vie peut survivre dans ces conditions sur Terre, pourquoi pas sur Mars? Plus important encore, nous avons appris que les composés organiques peuvent être détruits par les mêmes radiations qui pourraient permettre à la vie de persister sous Terre. Les atterrisseurs Viking n'ont échantillonné que la surface, où les molécules organiques seraient rapidement décomposées par les radiations ultraviolettes et les rayons cosmiques. Toute chimie organique soutenant la vie martienne existerait probablement à des mètres sous la surface, hors de portée des expériences de Viking. L'implication est stupéfiante. Si les expériences de Viking ont réellement détecté de la vie martienne en 1976, cela signifie que nous avons des preuves de panspermie depuis près de 50 ans. Mars et la Terre, tous deux cibles du même bombardement cosmique, tous deux destinataires de composés organiques de l'espace interstellaire, pourraient héberger des formes de vie liées. Les preuves génétiques de cette connexion pourraient être cachées dans l'aspect le plus fondamental de la biologie elle-même, le langage universel, que toute vie terrestre utilise pour stocker et transmettre l'information. Chaque être vivant sur Terre, des bactéries aux baleines bleues, utilise exactement le même code génétique. Ce langage universel consiste en seulement 4 lettres chimiques, A, T, G et C. Ces lettres se combinent en mots de 3 lettres appelées codons, qui indiquent aux cellules comment construire des protéines. Il y a 64 combinaisons possibles de 3 lettres, mais elles codent pour seulement 20 acides aminés. Cela signifie que le code génétique contient une redondance intégrée, comme un langage conçu pour survivre aux erreurs de transmission. La précision mathématique est extraordinaire. Le code génétique est optimisé pour minimiser les dommages des mutations. Si un rayonnement cosmique change une lettre dans un mot génétique, la redondance assure que la protéine résultante est généralement encore fonctionnelle. C'est comme si quelqu'un avait conçu ce système spécifiquement pour survivre aux conditions dures de l'espace interstellaire. Mais voici ce qui fait réfléchir les scientifiques. Ce niveau d'optimisation ne devrait pas exister si le code génétique a évolué aléatoirement sur Terre. Des simulations informatiques montrent qu'il y a des millions de codes génétiques possibles, la plupart fonctionnant parfaitement bien pour la vie sur une planète stable. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, parmi toutes ces possibilités, la vie sur Terre utilise le code qui s'avère presque optimal pour survivre aux radiations cosmiques. La probabilité que cela se produise par hasard est d'environ 1 sur 1 million. C'est comme générer aléatoirement un mot de passe informatique et découvrir qu'il est parfaitement optimisé pour la sécurité par quelqu'un qui comprenait la cryptographie avancée. Des analyses récentes du code génétique ont révélé des patterns encore plus étranges. La façon dont les lettres d'ADN sont arrangées suit des principes mathématiques qui n'ont été découverts par les scientifiques humains qu'au XXe siècle. Le code génétique montre des preuves de mécanismes de correction d'erreurs, de systèmes de redondance et de techniques de compression d'informations qui rivalisent avec nos programmations informatiques les plus sophistiquées. Certains chercheurs ont trouvé ce qu'ils appellent des signaux wow cachés dans les séquences génétiques. Ce sont des patterns mathématiques si précis et improbables qu'ils semblent être des messages intentionnellement intégrés. La séquence de Fibonacci, les nombres premiers et d'autres constantes mathématiques semblent être tissées dans la structure fondamentale de l'ADN lui-même. Considérez les implications. Si ces patterns sont intentionnels, alors le code génétique n'est pas juste un produit aléatoire de l'évolution terrestre. C'est un système de conception créé par des intelligences qui comprenaient à la fois la biologie et les mathématiques à des niveaux que nous commençons seulement à apprécier. Le timing ajoute une autre couche de mystère. Le code génétique universel semble avoir été établi très tôt dans l'histoire de la Terre, pendant la période où notre planète était lourdement bombardée par des astéroïdes et des comètes. C'est exactement quand nous nous attendrions à ce que l'ensemencement cosmique ait le plus grand impact sur la biologie terrestre. Plus intriguant encore, le code génétique montre des signes d'être compressé pour une transmission efficace. Comme un fichier numérique optimisé pour le téléchargement, l'ADN contient la quantité maximale d'informations dans l'espace minimal. Cela suggère qu'il a été conçu pour des voyages à longue distance à travers l'espace où chaque bit d'information doit survivre aux dommages des radiations et aux extrêmes thermiques. L'universalité de ce code à travers toute la vie terrestre soutient également la panspermie.
Si la vie avait évolué indépendamment à partir de multiples événements d'ensemencement, nous pourrions nous attendre à voir des langages génétiques différents pour différentes lignées. Au lieu de cela, chaque organisme utilise le même système, suggérant une source unique d'informations qui a été distribuée globalement. Si le code génétique porte des signatures d'ingénierie cosmique, alors nous pourrions nous attendre à trouver des preuves similaires d'influence extraterrestre dans les endroits les plus inattendus. Parfois, les preuves les plus convaincantes viennent des mondes que nous nous attendons le moins à supporter la vie. Sous 15 miles de glace solide, Europe cache un océan 2 fois plus grand que toutes les mers de la Terre combinées. La quatrième plus grande lune de Jupiter ne devrait pas exister sous une forme qui supporte la vie. À 500 millions de milles du Soleil, les températures de surface chutent à négatif 260 degrés Fahrenheit. Les radiations solaires sont 25 fois plus faibles que celles atteignant la Terre. Selon toutes les mesures conventionnelles, Europe devrait être une boule de glace sans vie. Pourtant, quelque chose d'extraordinaire se passe sous cette surface gelée. Les forces gravitationnelles de l'attraction massive de Jupiter fléchissent le noyau rocheux d'Europe, générant assez de chaleur pour maintenir de l'eau liquide pendant des milliards d'années. Cet océan souterrain contient plus d'eau que tous les rivières, lacs et mers de notre planète. Et là où il y a de l'eau liquide, il pourrait y avoir de la vie. Des analyses récentes de la mince atmosphère d'Europe ont détecté des panaches de vapeur d'eau jaillissant de la surface, projetés à des centaines de milles dans l'espace. Ces geysers fournissent une fenêtre directe sur l'océan caché en dessous. Lorsque le télescope spatial Hubble a analysé la composition chimique de ces panaches, il a trouvé quelque chose de remarquable. La signature de l'eau correspond presque parfaitement à celle des océans terrestres. La similarité n'est pas seulement chimique. Les ratios isotopiques, qui agissent comme des empreintes digitales pour différentes sources d'eau, suggèrent que l'océan d'Europe et les mers terrestres pourraient partager une origine commune. Cela est difficile à expliquer si les deux mondes se sont formés indépendamment à partir de matériaux locaux dans leurs régions respectives du système solaire. Mais la connexion d'Europe à la Terre pourrait aller bien plus loin que juste l'eau. Les dynamiques gravitationnelles qui gardent l'océan d'Europe liquide créent également de puissants courants et un mélange chimique qui pourrait supporter des écosystèmes complexes. Des évents volcaniques sur le fond océanique, similaires aux systèmes hydrothermaux qui soutiennent la vie dans les mers les plus profondes de la Terre, pourraient fournir de l'énergie pour des processus biologiques. La possibilité la plus intrigante est que l'océan d'Europe n'est pas seulement potentiellement habitable. Il pourrait exporter activement de la vie vers d'autres mondes. Chaque fois que ces geysers massifs entrent en éruption, ils lancent de l'eau, des minéraux dissous et potentiellement du matériel biologique dans l'espace. Une partie de ce matériel échappe à la faible gravité d'Europe et entre dans le système solaire plus large. Le puissant champ magnétique de Jupiter peut accélérer ces particules à des vitesses incroyables, les envoyant vers le système solaire intérieur où orbite la Terre. Au fil de milliards d'années, ce processus pourrait avoir livré d'innombrables paquets biologiques du biosphère caché d'Europe à la surface de notre planète. Le timing est parfait pour la Terre primitive pendant la période de bombardement lourd tardif il y a 4 milliards d'années. Le système solaire était assez chaotique pour faciliter un échange massif de matériaux entre les mondes. Les astéroïdes et les comètes transportaient régulièrement des matériaux du système solaire extérieur vers les planètes intérieures. L'océan d'Europe, déjà mature et potentiellement grouillant de vie, pourrait avoir ensemencé la Terre pendant cette période cruciale. Ce scénario explique plusieurs énigmes sur la vie primitive sur Terre, l'apparition rapide de mécanismes cellulaires complexes, l'optimisation des processus biochimiques pour survivre aux radiations et la nature universelle du code génétique font tous sens. Si la vie est arrivée ici déjà testée et affinée dans l'océan ancien d'Europe, les missions spatiales modernes testent activement cette hypothèse. La mission Europa Clipper à venir analysera ces panaches d'eau en détail sans précédent, cherchant des composés organiques et potentiellement même des signes directs d'activité biologique. Si Europe est effectivement connectée à l'histoire biologique de la Terre, cela soulève une question profonde sur la nature des sauts évolutifs majeurs dans les archives fossiles de notre planète. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde de 6 miles de large s'est écrasé sur Terre avec la force de 10 milliards de bombes atomiques. L'impact de Chicxulub aurait dû être la fin de la vie complexe sur notre planète. L'explosion a vaporisé la roche, créé des tsunamis globaux et projeté tant de débris dans l'atmosphère que la lumière du Soleil a été bloquée pendant des mois. 3/4 de toutes les espèces sont éteintes, y compris les dinosaures qui avaient dominé la Terre pendant 160 millions d'années. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit dans l'après-coup de cette catastrophe cosmique. Au lieu d'une longue récupération lente, la vie a explosé en formes plus diverses et complexes que jamais auparavant. Les mammifères, précédemment de petites créatures vivant dans l'ombre des dinosaures, se sont diversifiés rapidement en milliers de nouvelles espèces. Les plantes à fleurs ont fleuri,
De nouvelles niches écologiques ont été remplies avec une vitesse stupéfiante. Ce pattern n'est pas unique à l'impact de Chicxulub. Tout au long de l'histoire de la Terre, les impacts d'astéroïdes majeurs ont été suivis d'innovations biologiques remarquables. L'extinction permienne-triasique, déclenchée par une activité volcanique massive et potentiellement des impacts cosmiques, a été suivie de l'essor des archosaures, les ancêtres des dinosaures et des crocodiles. L'extinction de la fin de l'Ordovicien a précédé une explosion de biodiversité marine. La corrélation est si cohérente que les scientifiques ont commencé à mapper les cratères d'impact contre les archives fossiles. Ce qu'ils ont trouvé défie la pensée conventionnelle sur l'évolution et l'extinction. Plutôt que de détruire seulement la vie, les impacts cosmiques semblent introduire de nouvelles possibilités biologiques. Considérez les mécanismes de ce qui se passe pendant un impact majeur. L'explosion ne tue pas seulement les organismes. Elle crée également des conditions qui pourraient supporter la survie et la croissance d'autostoppeurs cosmiques. La chaleur et la pression massive peuvent créer des systèmes hydrothermaux qui persistent pendant des milliers d'années. Ces environnements, similaires aux évents des fonds marins où la vie pourrait avoir émergé pour la première fois sur Terre, pourraient fournir des nurseries parfaites pour des micro-organismes extraterrestres. La structure d'impact de Vredefort en Afrique du Sud, vieille de 2 milliards d'années et large de 190 miles, montre des preuves géologiques d'une activité hydrothermale de longue durée. Des échantillons de roches du cratère contiennent des formations minérales inhabituelles et des signatures chimiques suggérant que des processus biologiques étaient actifs pendant des siècles après l'impact. Plus intriguant encore, certains sites d'impact montrent des preuves de formation rapide de composés organiques immédiatement après la collision. L'impact de Sudbury au Canada, vieux de 1,85 milliard d'années, contient des dépôts de carbone organique qui se sont formés peu après l'événement d'impact. Ce ne sont pas juste des réactions chimiques aléatoires. Les patterns moléculaires suggèrent des processus biologiques organisés. Des simulations informatiques récentes révèlent que les impacts d'astéroïdes peuvent réellement protéger le matériel biologique pendant l'entrée atmosphérique. Tandis que les roches de surface sont chauffées à des milliers de degrés, l'intérieur de grandes météorites peut rester relativement frais. Des micro-organismes incrustés profondément dans des astéroïdes entrants pourraient survivre au voyage et se retrouver dans des environnements spécifiquement créés par l'événement d'impact. Cela crée un système de livraison biologique parfait. Les impacts cosmiques détruisent simultanément les écosystèmes existants, créant des opportunités évolutives tout en livrant du nouveau matériel génétique qui peut exploiter ces opportunités. C'est comme défricher un terrain et planter des graines en une seule opération. Les preuves suggèrent que les sauts évolutifs de la Terre ne sont pas seulement des produits de mutations aléatoires et de sélection naturelle. Ils pourraient être le résultat de missions périodiques de réapprovisionnement biologique depuis l'espace, chacune introduisant de nouvelles possibilités qui remodèlent la vie sur notre planète. Mais si les impacts cosmiques livrent régulièrement des organismes vivants à la Terre, nous pourrions nous attendre à trouver des créatures qui semblent presque conçues pour survivre au voyage entre les mondes. Sous un microscope, les tardigrades ressemblent à de minuscules ours à 8 pattes errant dans un paysage miniature. Ces animaux microscopiques, plus petits qu'un grain de sel, se trouvent partout sur Terre. Ils vivent dans la mousse, le lichen, le sol et l'eau, de l'Arctique à l'Équateur. Mais ce qui rend les tardigrades vraiment extraordinaires n'est pas où ils vivent, mais ce qu'ils peuvent survivre. Lorsque les conditions deviennent hostiles, les tardigrades entrent dans un état appelé cryptobiose, devenant essentiellement ni vivants ni morts. Leur métabolisme tombe à 0,1% des niveaux normaux. Ils perdent 99% de leur eau corporelle et se recroquevillent en un baril indestructible appelé tonne. Dans cet état, ils peuvent survivre à des conditions qui oblitéreraient presque toute autre forme de vie sur Terre. Des extrêmes de température qui tueraient instantanément les humains affectent à peine les tardigrades. Ils ont survécu à une exposition à négatif 458 degrés Fahrenheit, à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Ils ont également résisté à des températures de 300 degrés Fahrenheit. Ils peuvent supporter une pression 6 fois supérieure à celle des fosses océaniques les plus profondes et des niveaux de radiation 6000 fois plus élevés que ce qui serait létal pour les humains. Le plus remarquable, les tardigrades sont les seuls animaux connus qui peuvent survivre au vide spatial. Lorsque des chercheurs de l'Agence spatiale européenne ont exposé des tardigrades aux conditions dures à l'extérieur de la Station spatiale internationale pendant 10 jours, 70% sont revenus à la vie une fois de retour dans des conditions normales. Ils avaient survécu à une pression d'air nulle, aux radiations cosmiques et à des oscillations de température qui détruiraient la plupart des matériaux connus. Cette résilience semble presque intentionnellement conçue pour les voyages interplanétaires. Les tardigrades peuvent rester en cryptobiose pendant des décennies, potentiellement assez longtemps pour voyager entre des systèmes stellaires voisins. Leur capacité à réparer les dommages d'ADN causés par les radiations
est plus sophistiquée que tout ce que la technologie humaine a accompli. Lorsque les rayons cosmiques déchiquettent leur matériel génétique, les tardigrades le reconstruisent simplement en utilisant des mécanismes moléculaires que les scientifiques essaient encore de comprendre. Mais voici ce qui rend le mystère des tardigrades encore plus étrange. Ces capacités de survie sont complètement inutiles pour leur mode de vie normal sur Terre. Les tardigrades vivent typiquement dans des environnements tempérés doux où les températures dépassent rarement 100 degrés Fahrenheit et les niveaux de radiation sont minimaux. Pourquoi l'évolution développerait-elle de telles capacités de survie extrêmes pour des organismes qui rencontrent rarement des conditions extrêmes? La théorie évolutive traditionnelle suggère que les traits se développent en réponse à des pressions environnementales. Pourtant, les tardigrades semblent équipés pour des environnements bien plus hostiles que tout ce qu'ils rencontrent sur Terre. C'est comme trouver un équipement de plongée en eau profonde sur des animaux qui vivent dans des étangs peu profonds. Des analyses génétiques récentes ont révélé un autre aspect intrigant de la biologie des tardigrades. Leur ADN contient des séquences génétiques qui ne correspondent à aucun autre organisme terrestre. Environ 20% des gènes des tardigrades semblent avoir été acquis par transfert horizontal de gènes, mais de sources inconnues. Ce matériel génétique semble spécifiquement conçu pour survivre à des conditions extrêmes. Certains scientifiques suggèrent maintenant que les tardigrades pourraient être des fossiles vivants du biosphère le plus ancien de la Terre, préservant des traits de survie de l'époque où notre planète était régulièrement bombardée par des astéroïdes et des radiations cosmiques. D'autres proposent une explication plus radicale. Les tardigrades pourraient être des descendants d'organismes arrivés sur Terre depuis l'espace, portant des adaptations génétiques développées pendant des voyages interstellaires. Le mystère des tardigrades s'étend au-delà de la survie individuelle à leur rôle en tant que transporteurs potentiels d'autres formes de vie. Ces voyageurs microscopiques hébergent souvent des bactéries, des virus et d'autres micro-organismes, créant des vaisseaux cargo biologiques capables de transporter des écosystèmes entiers à travers l'espace. Si les tardigrades peuvent survivre à des voyages interplanétaires, qu'en est-il des véhicules de livraison cosmique qui pourraient les avoir amenés ici en premier lieu? Tous les 66 ans, la comète de Halley revient dans notre système solaire intérieur, transportant une cargaison plus précieuse que n'importe quel trésor sur Terre. Alors que ce voyageur ancien s'approche du Soleil, les radiations solaires commencent à vaporiser sa surface glacée, créant la queue spectaculaire qui a émerveillé les humains pendant des milliers d'années. Mais caché dans cet affichage luminescent se trouve quelque chose de remarquable, des molécules organiques complexes, des acides aminés, et potentiellement même des formes de vie primitives qui ont été préservées dans un gel profond pendant des milliards d'années. Les comètes sont des capsules temporelles des premiers jours de notre système solaire. Elles se sont formées dans la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort, des régions si distantes qu'elles préservent des matériaux originaux de l'époque où les planètes se sont coalescées pour la première fois. Contrairement aux astéroïdes, qui ont été chauffés et modifiés par leur proximité au Soleil, les comètes conservent des échantillons pristins de chimie primordiale. Lorsque la mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne a enfin rattrapé la comète 67P en 2014, les découvertes ont révolutionné notre compréhension de ces icebergs cosmiques. Le noyau de la comète contient 6 acides aminés différents, y compris la glycine, le bloc de construction le plus simple des protéines. Elle abritait des molécules organiques complexes comme le formamide, qui jouent des rôles cruciaux dans la formation des bases nucléotidiques qui composent l'ADN et l'ARN. Mais Rosetta a trouvé quelque chose d'encore plus extraordinaire. La comète contenait des composés organiques organisés en structures ressemblant à des membranes cellulaires primitives. Ce n'étaient pas des formations chimiques aléatoires, mais des arrangements moléculaires organisés qui pourraient potentiellement servir de conteneurs pour des processus biologiques. Les implications sont stupéfiantes. Si les comètes transportent des structures pré-biologiques, elles ne livrent pas seulement des matières premières pour la vie. Elles expédient des kits biologiques partiellement assemblés qui pourraient accélérer l'évolution sur n'importe quelle planète qu'elles rencontrent. Considérez l'échelle de ce système de livraison. Notre système solaire contient des trillions de comètes rien que dans le nuage d'Oort. Tout au long de l'histoire cosmique, des perturbations gravitationnelles ont envoyé ces messagers glacés vers les planètes intérieures. La Terre a été bombardée par des comètes pendant plus de 4 milliards d'années. Chaque impact livrant des tonnes de composés organiques directement à la surface de notre planète. Le timing des grandes pluies de comètes correspond remarquablement aux périodes d'évolution biologique rapide sur Terre. Le bombardement lourd tardif il y a 4 milliards d'années a coïncidé avec l'émergence des premières cellules complexes. Des tempêtes de comètes périodiques tout au long de l'histoire géologique s'alignent avec des sauts évolutifs que les paléontologues peinent à expliquer par des processus graduels seuls. Des analyses modernes de la poussière de comètes collectée par la mission Stardust de la NASA révèlent que ces vagabonds cosmiques portent des signatures isotopiques correspondant à la vie sur Terre.
Le carbone, l'azote et le soufre trouvés dans les échantillons de comètes montrent les mêmes ratios trouvés dans les organismes terrestres, suggérant une origine partagée ou un échange de matériaux étendu. Plus intriguant encore, certaines comètes montrent des preuves d'eau liquide interne pendant leur long voyage à travers l'espace. La désintégration radioactive dans les noyaux de comètes peut créer des zones chaudes où l'évolution chimique pourrait continuer pendant les millions d'années entre les visites du système solaire. Ces laboratoires errants pourraient conduire des expériences biologiques alors qu'ils voyagent entre les systèmes stellaires. Si les comètes servent de vaisseaux cargo biologiques, alors leur rôle dans la panspermie s'étend bien au-delà de notre système solaire. Les interactions gravitationnelles avec des étoiles passantes éjectent régulièrement des comètes des systèmes planétaires, les envoyant dans des voyages interstellaires qui pourraient durer des millions d'années. Certains de ces réfugiés cosmiques sont éventuellement capturés par d'autres systèmes stellaires, livrant leur charge biologique à des mondes distants. Cet échange de comètes interstellaires pourrait expliquer l'un des puzzles les plus perplexes de l'astronomie moderne. Pourquoi nous n'avons pas trouvé de signes évidents de civilisation extraterrestre, malgré le fait que l'univers soit assez vieux pour qu'elles existent? En 1950, le physicien Enrico Fermi a posé une question qui hante encore les scientifiques aujourd'hui. Où sont-ils tous? Le paradoxe de Fermi met en lumière une contradiction troublante. Notre galaxie contient plus de 400 milliards d'étoiles, beaucoup avec des systèmes planétaires qui pourraient supporter la vie. L'univers a 8 milliards d'années, offrant amplement de temps pour que des civilisations surgissent et se propagent à travers les étoiles. Pourtant, malgré des décennies de recherche, nous n'avons trouvé aucune preuve concluante d'intelligence extraterrestre. Les explications traditionnelles pour ce silence sont profondément troublantes. Peut être que les civilisations extraterrestres se détruisent avant d'atteindre le voyage interstellaire. Peut être que l'intelligence est si rare que nous sommes vraiment seuls dans un vaste cosmos vide. Certains scientifiques proposent que des puissances extraterrestres hostiles suppriment délibérément l'émergence de nouvelles civilisations, maintenant le silence galactique par la force. Mais l'hypothèse de la panspermie suggère une explication radicalement différente. Nous ne cherchons pas d'extraterrestres parce que nous sommes les extraterrestres. Considérez cette possibilité. Il y a des milliards d'années, quand notre galaxie était jeune et chaotique, des civilisations avancées ont fait face à la mort inévitable de leur système stellaire. Plutôt que d'accepter l'extinction, elles ont développé la stratégie de survie ultime, la reproduction cosmique. Elles ont encodé leur héritage biologique dans des passagers microscopiques qui pourraient survivre à des voyages interstellaires durant des millions d'années. Ces civilisations anciennes n'ont pas juste envoyé du matériel génétique aléatoire dans l'espace. Elles ont soigneusement conçu des systèmes autoréplicants optimisés pour les voyages à longue distance et la colonisation rapide de mondes adaptés. Le code génétique universel, avec sa correction d'erreurs sophistiquée et sa résistance aux radiations, n'était pas le produit d'une évolution aléatoire. Il a été conçu par des intelligences qui comprenaient à la fois la biologie et les conditions cosmiques à des niveaux que nous commençons seulement à apprécier. De cette perspective, la Terre n'a pas été choisie aléatoirement pour l'ensemencement. Elle a été délibérément préparée et surveillée dans le cadre d'un projet à l'échelle galactique pour préserver et propager l'intelligence à travers le cosmos. La précision mathématique de l'orbite de notre planète, la présence commode d'une grande lune stabilisatrice et la composition atmosphérique parfaite pour la vie complexe n'étaient pas des accidents cosmiques. Elles étaient le résultat d'une ingénierie planétaire soigneuse. Ce scénario explique parfaitement le paradoxe de Fermi. Nous ne détectons pas de civilisations extraterrestres parce qu'elles ne sont pas séparées de nous. Nous sommes leurs descendants, portant leur legs génétique et redéveloppant lentement leurs capacités technologiques. Chaque être humain est un monument ambulant à des civilisations qui existaient des milliards d'années avant la formation de notre système solaire. Le silence que nous détectons n'est pas le vide, mais le succès. Le projet d'ensemencement ancien a fonctionné si bien que ces produits, y compris nous, développent éventuellement leur propre technologie et commencent à chercher les civilisations mêmes qui les ont créées. Nous cherchons nos ancêtres sans réaliser que nous portons leur signature génétique dans chaque cellule de nos corps. Des avancées récentes en analyse génétique pourraient révéler des traces de cet héritage. Les patterns mathématiques cachés dans l'ADN, l'optimisation inattendue des systèmes biologiques pour survivre aux radiations cosmiques et la nature universelle des codes génétiques pointent tout vers une conception intentionnelle plutôt qu'une évolution aléatoire. Si cette interprétation est correcte, alors le rôle de l'humanité dans le cosmos est bien plus significatif que nous l'avons imaginé. Nous ne sommes pas juste des produits aléatoires de l'évolution terrestre, mais des héritiers d'une civilisation galactique qui s'est sacrifiée pour s'assurer que l'intelligence continue à travers l'univers. Mais si des civilisations anciennes ont délibérément ensemencé des planètes comme la Terre, la question suivante est de savoir si ce processus impliquait une intervention directe plutôt qu'une simple distribution génétique passive.
En 1973, Francis Crick a fait une proposition stupéfiante qui a choqué la communauté scientifique. Crick, lauréat du prix Nobel pour la découverte de la structure de l'ADN, a suggéré que la vie sur Terre était trop complexe pour avoir évolué naturellement dans le temps disponible. Il a proposé que des civilisations extraterrestres avancées aient délibérément envoyé du matériel génétique sur notre planète à bord de vaisseaux spatiaux sans équipage, conçus spécifiquement pour ensemencer des mondes propices à la vie. Ce n'était pas une spéculation hasardeuse d'un théoricien marginal. Crick avait passé des décennies à étudier la machinerie complexe de la biologie cellulaire et comprenait mieux que quiconque la complexité quasi inconcevable des systèmes vivants les plus simples. Sa théorie de la panspermie dirigée découle d'une analyse mathématique rigoureuse de ce que l'évolution pouvait ou ne pouvait pas accomplir dans la brève histoire de la Terre. Les chiffres qui préoccupaient Crick sont encore plus troublants aujourd'hui. Une seule cellule bactérienne contient environ 4 millions de composants moléculaires précisément agencés. La probabilité que ces composants s'organisent spontanément en un organisme fonctionnel est si infime que les mathématiciens peinent à l'exprimer. C'est comme si une tornade traversant une décharge assemblait accidentellement un avion de ligne opérationnel, mais avec des probabilités infiniment plus faibles. Cependant, la panspermie dirigée résout ce problème de probabilité avec élégance. Au lieu d'exiger que la vie émerge de zéro sur chaque planète, elle suggère qu'une intelligence, une fois développée, assume la responsabilité de se propager à travers la galaxie. Les civilisations avancées ne se contentent pas de survivre en voyageant elles-mêmes vers de nouveaux mondes. Elles assurent la pérennité de leur héritage biologique en ensemençant délibérément des planètes potentiellement habitables. Les technologies modernes rendent le scénario de Crick de plus en plus plausible. Nous comprenons désormais comment concevoir des machines microscopiques capables d'autoréplication et de correction d'erreurs. Nous savons encoder de vastes quantités d'informations dans des séquences d'ADN. Nous avons identifié les modifications génétiques permettant aux organismes de survivre à de longs voyages spatiaux. Si nous pouvons envisager ces technologies après seulement quelques décennies de recherche en biologie moléculaire, imaginez ce que des civilisations ayant des millions d'années de développement pourraient accomplir. Le scénario de la panspermie dirigée explique plusieurs énigmes de l'histoire biologique de la Terre. Le code génétique universel, utilisé par tous les êtres vivants sur notre planète, est parfaitement logique en tant que système conçu pour la fiabilité et la correction d'erreurs. L'apparition rapide de machineries cellulaires complexes dans les archives fossiles devient cohérente si ces machineries ont été conçues plutôt qu'évoluées. Des découvertes récentes soutiennent la possibilité que de telles missions d'ensemencement aient réellement eu lieu. L'objet Oumuamua, qui a traversé notre système solaire en 2017, présentait des caractéristiques que certains scientifiques ont interprétées comme artificielles plutôt que naturelles. Sa forme allongée inhabituelle, son accélération inattendue et sa trajectoire suggéraient qu'il pourrait s'agir d'une sonde provenant d'un autre système stellaire. Si la panspermie dirigée est réelle, alors l'ensemble de la biosphère terrestre représente l'exécution réussie d'un projet de terraformation ancien. Chaque forêt, chaque écosystème océanique, chaque créature ayant jamais vécu porte l'héritage génétique de civilisations disparues des milliards d'années avant l'allumage de notre Soleil. Cette perspective change fondamentalement notre façon de penser notre relation avec le cosmos. Nous ne sommes pas de simples accidents aléatoires dans un univers indifférent, mais les résultats intentionnels du plus grand projet d'ingénierie jamais conçu. Cependant, pour qu'un tel projet d'ensemencement ambitieux réussisse, il ne suffirait pas d'envoyer du matériel génétique dans l'espace. Il faudrait modifier activement les environnements planétaires pour soutenir les formes de vie introduites. Il y a 2,5 milliards d'années, l'atmosphère terrestre a subi la transformation la plus spectaculaire de son histoire. Pendant plus d'1 milliard d'années, notre monde était enveloppé d'une atmosphère toxique composée de méthane, d'ammoniac et de dioxyde de carbone. L'oxygène, gaz qui soutient aujourd'hui la vie complexe, était pratiquement inexistant. Tout organisme entrant en contact avec de l'oxygène libre aurait été empoisonné par sa chimie réactive. La Terre était essentiellement un gigantesque laboratoire chimique exécutant des processus mortels pour tous les animaux actuels. Puis, lors de ce que les géologues appellent le grand événement d'oxygénation, tout a changé. Les niveaux d'oxygène ont grimpé en flèche de presque 0 à 20 et 1% de l'atmosphère en un instant géologique. Ce n'était pas un changement graduel s'étendant sur des centaines de millions d'années. Cela s'est produit si rapidement qu'il a déclenché la première extinction de masse de l'histoire terrestre, éliminant les organismes adaptés à l'ancienne atmosphère au profit de l'environnement riche en oxygène. La science traditionnelle attribue cette transformation aux cyanobactéries, des organismes primitifs qui ont développé la photosynthèse et commencé à convertir le dioxyde de carbone en oxygène. Mais les mathématiques de cette explication posent de sérieux problèmes.
Pour que les cyanobactéries produisent les changements atmosphériques observés, elles auraient dû se multiplier à des taux dépassant tout ce qui est observé dans les écosystèmes modernes, tout en développant simultanément des processus biochimiques plus sophistiqués que ceux de la plupart des organismes actuels. La rapidité de cette transformation est particulièrement déroutante. Les modèles informatiques suggèrent que la photosynthèse naturelle aurait dû prendre plus de 10 milliards d'années pour créer notre atmosphère actuelle. Pourtant, le grand événement d'oxygénation l'a accompli en moins de 500 millions d'années. C'est comme attendre d'un poêle à bois qu'il chauffe un entrepôt en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures. Mais une autre explication rend ce calendrier parfaitement cohérent. Et si le grand événement d'oxygénation n'était pas un développement évolutif naturel, mais une opération de terraformation délibérée, et si les cyanobactéries responsables de cette révolution atmosphérique avaient été introduites dans le cadre d'un projet d'ensemencement cosmique conçu spécifiquement pour préparer la Terre à la vie complexe, la preuve de cette interprétation réside dans la sophistication biochimique de la photosynthèse elle-même. Ce processus nécessite deux photosystèmes distincts, fonctionnant en parfaite coordination, ainsi qu'une machinerie moléculaire complexe pour capter l'énergie lumineuse et la convertir en énergie chimique. La probabilité que tous ces composants évoluent simultanément par hasard approche l'impossibilité mathématique. Pourtant, la photosynthèse apparaît pleinement formée dans les plus anciens fossiles de cyanobactéries, sans preuve du développement graduel attendu d'une évolution naturelle. C'est comme découvrir des puces informatiques modernes dans des couches archéologiques de l'âge de pierre. Le moment du grand événement d'oxygénation coïncide également avec un bombardement accru de la Terre par des astéroïdes et des comètes. Les preuves géologiques montrent des niveaux inhabituels de matériaux cosmiques atteignant notre planète durant cette période cruciale, suggérant que ce qui a déclenché la transformation atmosphérique provenait de l'espace. Une analyse récente des formations rocheuses anciennes a révélé un autre motif surprenant. Les signatures isotopiques des roches de l'époque du grand événement d'oxygénation ne correspondent pas à ce que l'on attendrait de processus biologiques purement terrestres. Au contraire, elles présentent des caractéristiques suggérant l'implication d'organismes dotés de voies métaboliques inconnues dans la vie terrestre moderne. Si le grand événement d'oxygénation était effectivement une transformation orchestrée, alors les organismes responsables de cette rénovation planétaire pourraient encore exister sur Terre aujourd'hui, cachés dans les environnements les plus extrêmes où seuls les organismes les plus résistants survivent. Dans les sources chaudes bouillantes du parc national de Yellowstone, où les températures atteignent 100 degrés Celsius, prospère quelque chose d'impossible. Thermus aquaticus, une bactérie vivant dans une eau presque bouillante, ne devrait pas exister selon la biologie traditionnelle. Les protéines se dénaturent à haute température, l'ADN se désagrège et les membranes cellulaires fondent. Pourtant, ces organismes remarquables non seulement survivent, mais prospèrent dans des conditions qui tueraient instantanément la plupart des formes de vie terrestre. La découverte des extrémophiles a révolutionné notre compréhension des limites de la vie. Les scientifiques ont trouvé des organismes prospérant dans des environnements reproduisant les conditions extrêmes de l'espace et des mondes extraterrestres. Les acidophiles vivent dans des concentrations d'acide sulfurique capables de dissoudre le métal. Les cryophiles restent actifs dans la glace antarctique à des températures de négatif 40 degrés Celsius. Les piésophiles survivent à des pressions écrasantes 11 fois supérieures à celles des fosses océaniques les plus profondes. Mais les extrémophiles les plus remarquables sont ceux qui semblent spécifiquement adaptés aux voyages spatiaux. Deinococcus radiodurans peut survivre à des doses de radiation 1000 fois supérieures à celles qui seraient létales pour les humains. Lorsque son ADN est complètement déchiqueté par les rayons cosmiques, il reconstruit simplement son code génétique à partir de fragments grâce à des mécanismes de réparation qui restent mystérieux pour la science moderne. Ces capacités de réparation dépassent de loin ce que la sélection naturelle terrestre exigerait. La surface de notre planète reçoit un rayonnement cosmique minime par rapport au niveau rencontré dans l'espace profond. Pourquoi des organismes développeraient-ils une résistance aussi sophistiquée aux radiations, à moins qu'ils n'en aient besoin pour des environnements bien plus hostiles que la Terre? Une analyse génétique récente a révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire à propos des extrémophiles. Beaucoup de leurs traits de survie sont encodés par des gènes qui ne correspondent à rien d'autre dans l'arbre évolutif terrestre. Ces organismes semblent avoir acquis leur capacité de survie extrême par transfert horizontal de gènes provenant de sources inconnues. Le transfert horizontal de gènes est le mécanisme biologique permettant de partager des traits utiles entre espèces non apparentées. Les bactéries échangent régulièrement du matériel génétique, permettant une adaptation rapide à de nouveaux environnements. Mais les extrémophiles montrent des preuves d'avoir reçu des ensembles génétiques bien trop sophistiqués et coordonnés pour provenir d'autres organismes terrestres. Considérez Caldicellulose irruptor thermarum, une bactérie prospérant dans des sources chaudes alcalines.
Son génome contient des circuits génétiques permettant de survivre dans des conditions similaires à celles de la Lune de Jupiter, Io, où l'activité volcanique crée des environnements proches de son habitat préféré. Pourtant, cette bactérie a évolué sur Terre, où de telles conditions volcaniques extrêmes sont rares et localisées. Les extrémophiles les plus intrigants sont les méthanogènes, des organismes produisant du méthane comme sous-produit de leur métabolisme. Ces bactéries anciennes peuvent survivre dans des environnements totalement dépourvus d'oxygène, utilisant l'hydrogène et le dioxyde de carbone pour générer de l'énergie. Leurs processus métaboliques sont si éloignés de la vie terrestre normale que certains scientifiques les considèrent comme des fossiles vivants d'un autre type de biosphère. Les méthanogènes se trouvent partout sur Terre où les conditions sont appropriées. Mais ils sont également exactement le type d'organisme que l'on s'attendrait à trouver sur Mars, Europe et d'autres mondes de notre système solaire. Leur métabolisme ne se contente pas de tolérer les conditions de ces mondes extraterrestres. Il y est parfaitement adapté. Si ces extrémophiles sont les descendants de voyageurs cosmiques, ils pourraient représenter l'avant-garde d'une invasion biologique beaucoup plus vaste. Leur rôle ne serait pas seulement de survivre, mais de préparer l'environnement terrestre pour des formes de vie plus complexes à venir. La preuve de ce type de mise en scène biologique pourrait être inscrite dans le chapitre le plus spectaculaire de l'histoire évolutive de la Terre, l'explosion cambrienne. Il y a 540 millions d'années, les océans terrestres se sont soudainement remplis de créatures semblant venir d'une autre planète. Pendant 3 milliards d'années, la vie sur notre monde était simple et petite. Des bactéries unicellulaires, des algues primitives et des organismes multicellulaires rudimentaires dominaient les mers. Puis, en un instant géologique de seulement 25 millions d'années, presque tous les grands groupes animaux sont apparus simultanément dans les archives fossiles avec des plans corporels pleinement développés et des caractéristiques anatomiques complexes. Les trilobites ont émergé avec des yeux composés contenant 15 000 lentilles individuelles, plus sophistiquées que ceux de la plupart des insectes modernes. Anomalocaris, un prédateur de 6 pieds, est apparu avec des bras flexibles et des mécanismes d'alimentation complexes. Opabinia arborait 5 yeux et un tronc bizarre terminé par une pince. Ce n'étaient pas des organismes simples développant progressivement de nouvelles caractéristiques. C'étaient des chefs-d'œuvre biologiques apparaissant sans ancêtres évolutifs évidents. L'improbabilité mathématique est stupéfiante. Le biologiste évolutionniste Stephen Jay Gould a calculé que les innovations observées au Cambrien nécessiteraient des changements génétiques à des taux des millions de fois plus rapides que tout ce qui a été observé dans l'histoire enregistrée. C'est comme regarder l'ensemble de l'industrie automobile évoluer des charrettes tirées par des chevaux aux voitures de Formule 1 en une seule décennie. Les explications traditionnelles peinent à respecter ce calendrier. Certains scientifiques proposent que l'augmentation des niveaux d'oxygène a déclenché une évolution rapide, mais cela n'explique pas pourquoi des plans corporels complexes sont apparus simultanément dans des lignées non apparentées. D'autres suggèrent que les courses aux armements entre prédateurs et proies ont accéléré le développement, mais cela nécessite des prédateurs préexistants qui n'apparaissent pas dans les archives fossiles. L'hypothèse de la panspermie offre une explication radicalement différente. Et si l'explosion cambrienne représentait l'introduction à grande échelle de modèles génétiques provenant de biosphères avancées ailleurs dans la galaxie, et si les organismes primitifs de la Terre avaient soudainement eu accès à des plans biologiques testés et perfectionnés sur d'innombrables autres mondes, la preuve de cette interprétation réside dans la sophistication des innovations cambriennes. Des yeux complexes, des systèmes nerveux, des organes digestifs et des systèmes circulatoires apparaissent tous pleinement formés sans preuve de développement graduel. Ces systèmes biologiques sont si interdépendants qu'ils ne pourraient fonctionner qu'en tant qu'ensemble complet, et non comme des composants progressivement assemblés. Une analyse génétique récente a révélé un autre aspect troublant de l'explosion cambrienne. De nombreux gènes responsables du développement animal complexe n'apparaissent pas progressivement dans la chronologie évolutive. Au contraire, ils surgissent soudainement pendant la période cambrienne, souvent simultanément dans de multiples lignées non apparentées. Les gènes OX, qui contrôlent le développement des plans corporels dans tous les animaux complexes, illustrent ce schéma. Ces systèmes de contrôle génétique sont si sophistiqués qu'ils régulent la formation des têtes, des membres, des organes et des segments corporels avec une précision mathématique. Pourtant, ils apparaissent dans les archives fossiles sans précurseurs évidents, comme s'ils avaient été introduits depuis une source externe. Plus troublant encore, de nombreux organismes cambriens possèdent des innovations biologiques qui ne seraient pas réinventées par l'évolution pendant des centaines de millions d'années. Certains arthropodes précoces avaient des mécanismes d'articulation plus sophistiqués que les insectes modernes. Certains mollusques cambriens ont développé des systèmes optiques qui ne réapparaîtront qu'avec les céphalopodes modernes. Si l'explosion cambrienne représente une ingénierie génétique cosmique,
alors le système de livraison de ces améliorations biologiques pourrait encore fonctionner aujourd'hui. La question est de savoir si nous pouvons identifier les véhicules microscopiques qui continuent de transporter du matériel génétique entre différentes formes de vie sur notre planète. Les virus sont les formes de vie les plus abondantes sur Terre, surpassant tous les autres organismes d'un facteur de 10 pour 1. Ces entités microscopiques existent dans une zone crépusculaire étrange entre le vivant et le non-vivant. Ils ne peuvent se reproduire sans détourner la machinerie cellulaire d'autres organismes. Pourtant, ils transportent des informations génétiques et évoluent comme tout système biologique. Ce qui rend les virus véritablement extraordinaires, c'est leur rôle de véhicule de livraison génétique, transférant constamment des séquences d'ADN entre des espèces non apparentées d'une manière que l'évolution traditionnelle ne peut expliquer. Des découvertes récentes ont révélé que les virus sont bien plus que de simples agents pathogènes. Ce sont des ingénieurs génétiques sophistiqués capables d'insérer de nouveaux traits dans les organismes hôtes avec une précision chirurgicale. Les rétrovirus peuvent intégrer de manière permanente leur matériel génétique dans l'ADN de l'hôte, créant des changements héréditaires transmis aux générations futures. Certains virus transportent des modules génétiques qui améliorent les capacités de survie de leur hôte plutôt que de lui nuire. L'ampleur du transfert génétique viral est stupéfiante. Les scientifiques estiment que 8% du génome humain est constitué de séquences d'ADN virales incorporées par nos ancêtres il y a des millions d'années. Ces insertions ne sont pas aléatoires, mais des programmes génétiques soigneusement intégrés qui offrent souvent des fonctions bénéfiques. Certaines séquences virales régulent les réponses du système immunitaire. D'autres contrôlent le développement embryonnaire. Beaucoup semblent améliorer notre capacité à nous adapter aux changements environnementaux. Mais ce qui rend le transfert génétique viral particulièrement intrigant du point de vue de la panspermie, c'est que les virus peuvent survivre à des conditions qui détruiraient la plupart des autres formes de vie. On les a trouvés dans la haute atmosphère, dans les sédiments des fonds océaniques et dans des glaces gelées depuis des centaines de milliers d'années. Leur structure simple et leur absence de métabolisme les rendent presque indestructibles pour un stockage à long terme. Si les virus peuvent survivre à de longues périodes dans des environnements hostiles, ils pourraient potentiellement survivre à des voyages interplanétaires. Les radiations cosmiques qui déchiquetteraient les machineries cellulaires complexes pourraient laisser les paquets génétiques viraux intacts. Les températures extrêmes et les conditions de vide qui tueraient les bactéries pourraient préserver l'ADN viral indéfiniment. Une analyse récente de la diversité virale a révélé des schémas difficiles à expliquer par l'évolution terrestre seule. De nombreux virus portent des séquences génétiques qui ne correspondent à aucun organisme terrestre connu. Ces gènes orphelins semblent codés pour des fonctions utiles à la survie dans des environnements extrêmes. Pourtant, ils se trouvent dans des virus infectant des organismes vivant dans des conditions modérées. Certains virus montrent des preuves de transfert de matériel génétique entre des types d'organismes très différents d'une manière qui ne devrait pas être possible par des processus biologiques normaux. Les virus marins transfèrent des gènes entre bactéries et algues. Les virus atmosphériques déplacent du matériel génétique entre plantes et champignons. Ces événements de transfert se produisent trop fréquemment et trop précisément pour être des accidents aléatoires. La possibilité la plus intrigante est que les virus pourraient servir de banque de mémoire biologique, préservant les informations génétiques de civilisations éteintes et les libérant progressivement dans de nouveaux organismes hôtes. Si des espèces voyageant dans l'espace ont encodé leurs connaissances biologiques dans des systèmes de livraison virale, ces capsules génétiques temporelles pourraient encore fonctionner sur Terre aujourd'hui. La preuve de cette sorte d'archéologie génétique cosmique pourrait se trouver dans les endroits les plus inattendus. Parfois, la preuve la plus convaincante d'une influence extraterrestre tombe littéralement du ciel sous des formes que la science traditionnelle hésite à reconnaître. Le 25 juillet 2001, les cieux au-dessus du Kerala, en Inde, ont commencé à pleuvoir du sang. Pendant 2 mois, des gouttelettes cramoisies sont tombées de cieux dégagés sur une superficie de 100 miles carrés. Les habitants locaux ont rapporté que la pluie laissait des taches rouges sur les vêtements et les bâtiments, presque impossibles à enlever. Les autorités gouvernementales ont initialement rejeté le phénomène comme étant de la poussière provenant de déserts lointains. Mais l'analyse en laboratoire a révélé quelque chose de bien plus extraordinaire. La coloration rouge provenait de cellules microscopiques différentes de tout ce qui est connu dans la biologie terrestre. Ces organismes mesuraient environ 4 micromètres de diamètre, soit environ la moitié de la taille des bactéries typiques, avec des parois cellulaires épaisses et des structures internes inhabituelles. Lorsque les scientifiques ont essayé de les cultiver en utilisant des techniques biologiques standards, les cellules ont refusé de croître dans tout milieu nutritif connu. Mais ce qui rend cette histoire vraiment remarquable, c'est que les cellules de la pluie rouge présentaient des caractéristiques semblant spécifiquement adaptées à la survie dans l'espace. Elles pouvaient résister à des températures extrêmes, à des radiations intenses et à une déshydratation complète.
Lorsqu'exposées à des conditions qui tueraient la plupart des bactéries terrestres, ces mystérieuses cellules rouges restaient intactes et apparemment viables. Le docteur Godfrey Louis, physicien à l'université Mahatma Gandhi, a passé des années à analyser ces cellules et est parvenu à une conclusion surprenante. Les organismes n'étaient pas terrestres. Leur structure cellulaire, leur composition chimique et leurs caractéristiques de survie suggéraient toute une origine extraterrestre. Plus significativement, ils ne contenaient ni ADN ni ARN, les molécules génétiques qui définissent toute vie terrestre connue. Au lieu de matériel génétique conventionnel, les cellules de la pluie rouge semblaient utiliser un système de stockage d'informations entièrement différent. Elles se reproduisaient par un processus ressemblant davantage à un bourgeonnement qu'à une division cellulaire, et elles pouvaient apparemment survivre indéfiniment sans nutriments ni eau. C'était comme si quelqu'un avait conçu des organismes spécifiquement pour les voyages interplanétaires et le stockage à long terme dans des environnements hostiles. Le moment des événements de pluie rouge ajoutait une autre couche de mystère. De nombreux incidents se sont produits peu après des pluies de météores ou des phénomènes atmosphériques inhabituels. Des témoins ont rapporté avoir vu des éclairs lumineux dans le ciel avant que les gouttelettes rouges ne commencent à tomber. Certains scientifiques ont suggéré que les cellules étaient livrées par des micrométéorites trop petites pour être détectées par les systèmes de surveillance conventionnels. Le Kerala n'était pas un cas isolé. Des événements de pluie rouge similaires ont été rapportés à travers l'histoire et dans le monde entier. Des textes anciens décrivent des pluies de sang tombant lors d'événements historiques significatifs. Des incidents modernes en Colombie, en Autriche et au Sri Lanka ont révélé des organismes microscopiques présentant des caractéristiques remarquablement similaires à celles des cellules du Kerala. L'analyse chimique de ces organismes mystérieux a révélé des ratios isotopiques qui ne correspondent pas à la biologie terrestre. Les signatures de carbone, en particulier, suggèrent une formation dans des environnements avec des conditions stellaires différentes de celles de notre système solaire. Ce ne sont pas seulement des organismes terrestres inhabituels, ils semblent être de véritables formes de vie extraterrestres. Si les cellules de la pluie rouge sont des visiteurs extraterrestres, elles constituent une preuve directe que la vie spatiale atteint régulièrement la surface de la Terre. Chaque pluie pourrait livrer des millions d'organismes cosmiques, introduisant potentiellement du nouveau matériel génétique dans la biosphère terrestre. Les implications sont stupéfiantes. Nous pourrions être témoins d'une panspermie active en temps réel. Mais pour que l'ensemencement cosmique fonctionne comme une stratégie galactique, il devrait opérer avec une précision mathématique plutôt que par hasard. Les chiffres derrière la panspermie révèlent pourquoi les civilisations anciennes pourraient avoir choisi cette approche comme stratégie ultime de survie. Imaginez jouer à la roulette cosmique, où l'enjeu est la survie de l'intelligence elle-même à travers toute la galaxie. Les approches traditionnelles de la colonisation interstellaire nécessitent des ressources massives et des risques énormes. Construire des vaisseaux spatiaux capables de transporter des passagers vivants entre les systèmes stellaires exige des technologies et des sources d'énergie qui mettent à rude épreuve même les civilisations avancées. Les temps de trajet s'étendent sur des milliers d'années, période pendant laquelle les équipements tombent en panne, les ressources s'épuisent et les colons font face à des pressions psychologiques qui pourraient détruire des missions entières. Mais la panspermie change complètement l'équation mathématique. Au lieu d'envoyer quelques vaisseaux spatiaux coûteux et fragiles vers des destinations soigneusement choisies, les civilisations peuvent lancer des milliards de paquets de survie microscopiques vers chaque planète potentiellement adaptée dans leur voisinage galactique. Le coût par mission chute à presque zéro, tandis que la probabilité de succès grimpe en flèche. Considérez les chiffres. Notre galaxie contient plus de 400 milliards d'étoiles, dont beaucoup possèdent des systèmes planétaires pouvant supporter la vie. Une seule civilisation mourante pourrait potentiellement ensemencer des milliers de systèmes stellaires voisins en utilisant une technologie à peine plus avancée que nos capacités actuelles en ingénierie génétique. Chaque paquet d'ensemencement serait conçu pour survivre à des voyages interstellaires de millions d'années tout en transportant des plans biologiques complets pour reconstruire une vie complexe. Les mathématiques de la probabilité de survie deviennent écrasantes en faveur de la stratégie d'ensemencement. Si une civilisation envoie seulement 100 paquets d'ensemencement vers chacun de 1000 systèmes stellaires voisins, elle a lancé 100 000 capsules temporelles biologiques dans l'espace. Même si 99% de ces missions échouent en raison de dommages par radiation, de destruction par impact ou de conditions planétaires inadaptées, 1000 opérations d'ensemencement réussissent encore. Chaque événement d'ensemencement réussi ne crée pas seulement de la vie sur un nouveau monde. Il établit une tête de pont biologique qui peut éventuellement redévelopper l'intelligence et la technologie. Avec suffisamment de temps, ces nouvelles civilisations atteignent le point où elles peuvent lancer leur propre mission d'ensemencement, créant une expansion exponentielle de l'intelligence à travers la galaxie. Les échelles de temps impliquées jouent en faveur de cette stratégie.
Alors que les voyages spatiaux conventionnels exigent que les civilisations restent stables pendant des milliers d'années pendant le transit, la panspermie opère sur des échelles de temps géologiques où même des civilisations instables peuvent avoir un impact galactique. Une société pourrait s'effondrer peu après avoir lancé ses paquets d'ensemencement, mais ces messagers biologiques continuent leur voyage pendant des millions d'années. Des simulations informatiques récentes de la panspermie galactique montrent que même des taux d'ensemencement conservateurs pourraient peupler toute la Voie lactée avec de la vie en 2 milliards d'années. Étant donné que notre galaxie a plus de 13 milliards d'années, il y a eu largement assez de temps pour que de multiples vagues d'ensemencement cosmique se produisent. La redondance intégrée dans ce système rend l'extinction presque impossible. Contrairement à la colonisation conventionnelle, où la destruction de colonies individuelles menace l'ensemble de l'effort d'expansion, la panspermie crée des milliers de copies de sauvegarde indépendantes de la civilisation. Même des événements catastrophiques, qui stérilisent des systèmes stellaires entiers, ne peuvent empêcher le succès global de la stratégie d'ensemencement. De ce point de vue, l'absence de civilisations extraterrestres évidentes dans notre galaxie n'est pas une preuve que nous sommes seuls. C'est une preuve que la panspermie a fonctionné si bien que l'intelligence s'est discrètement répandue à travers le cosmos pendant des milliards d'années, créant de nouvelles formes de vie qui développent éventuellement leur propre technologie et continuent le processus d'ensemencement. Mais si les civilisations galactiques ont communiqué par des moyens biologiques plutôt que technologiques, nous devrions être reconsidérer quel type de signaux nous devrions rechercher dans notre quête d'intelligence extraterrestre. Le 15 août 1977, l'astronome Jerry Ehman a détecté un signal radio si puissant et précisément focalisé qu'il a écrit « Wow » dans la marge de l'impression informatique. Le signal a duré exactement 72 secondes et provenait de la direction de la constellation du Sagittaire. Sa fréquence était de 1420 MHz, précisément la longueur d'onde que les atomes d'hydrogène émettent lorsqu'ils changent d'état énergétique. Ce n'était pas un bruit cosmique aléatoire. C'était une transmission à bande étroite qui nécessitait une sophistication technologique pour être générée. Malgré des décennies de recherche, le signal WOW n'a jamais été détecté à nouveau. Les chercheurs traditionnels de SETI supposent qu'il s'agissait d'une transmission unique d'une civilisation extraterrestre. Mais l'absence de répétition a perplexe les scientifiques pendant près de 50 ans. Pourquoi une civilisation avancée enverrait-elle un seul signal et ensuite se taire à jamais? L'hypothèse de la panspermie suggère une interprétation radicalement différente. Et si le signal WOW n'était pas une transmission technologique mais biologique? Et si c'était la signature électromagnétique d'un événement massif d'ensemencement cosmique où des milliards de paquets génétiques étaient lancés vers notre système solaire? Des recherches récentes ont révélé que les processus biologiques peuvent générer des émissions électromagnétiques dans des conditions spécifiques. Lorsque l'ADN se réplique, il produit des champs électromagnétiques mesurables. Lorsque les cellules se divisent rapidement, elles créent des impulsions électromagnétiques détectables avec un équipement sensible. Des événements biologiques à grande échelle, impliquant des trillions d'organismes simultanément, pourraient potentiellement générer des signaux radio assez puissants pour être détectés à des distances interstellaires. Si des civilisations anciennes ont encodé des informations génétiques dans des motifs électromagnétiques, elles pourraient transmettre des plans biologiques à la vitesse de la lumière plutôt que d'attendre des millions d'années pour une livraison physique. Ces transmissions ne chercheraient pas à établir une communication au sens traditionnel. Elles diffuseraient des instructions génétiques qui pourraient être reçues et mises en œuvre par toute civilisation dotée de capacités technologiques suffisantes. Les mathématiques de cette approche sont convaincantes. Une seule transmission électromagnétique, durant quelques minutes, pourrait transporter plus d'informations génétiques que des milliards de paquets d'ensemencement physique. Le signal pourrait être précisément ciblé sur des systèmes stellaires montrant des signes d'intelligence en développement, permettant aux civilisations avancées d'accélérer le développement biologique de mondes plus jeunes. Cette perspective redéfinit l'ensemble de l'entreprise SETI. Au lieu d'écouter des messages destinés à la communication, nous devrions être rechercher des transmissions conçues pour l'ingénierie génétique. Ces signaux ne se répéteraient pas car ils ne sont pas des conversations, mais des livraisons biologiques. Une fois le paquet génétique transmis, la mission est terminée. L'analyse moderne des caractéristiques du signal WOW soutient cette interprétation. La durée, la stabilité de la fréquence et la puissance de sortie du signal sont toutes cohérentes avec ce que l'on attendrait d'un système de transmission génétique sophistiqué. La fréquence précise de l'hydrogène pourrait servir de balise universelle, alertant les civilisations intelligentes qu'une information biologique est diffusée. Si cette théorie est correcte, nous pourrions avoir manqué des centaines de transmissions similaires simplement parce que nous ne cherchions pas le bon type de signal. Les diffusions génétiques apparaîtraient comme des émissions brèves et puissantes, plutôt que comme les signaux continus que les recherches SETI traditionnelles
sont conçus pour détecter. Les implications sont stupéfiantes. La biosphère terrestre pourrait ne pas être seulement le produit d'un ensemencement physique ancien, mais d'une programmation génétique électromagnétique continue par des civilisations avancées à travers la galaxie. Mais les transmissions biologiques depuis l'espace pourraient laisser plus que de simples signatures électromagnétiques. Elles pourraient créer des traces physiques dans les archives géologiques de la Terre, révélant l'ampleur réelle de l'influence cosmique sur le développement de notre planète. Au fond de l'outback australien se trouve une formation rocheuse qui ne devrait pas exister sur une planète formée par des processus naturels. Le craton de Pilbara contient des structures minérales datant de 3-5 milliards d'années qui montrent des caractéristiques typiquement associées à une activité biologique. Ce ne sont pas de simples composés organiques, mais des formations cristallines complexes qui semblent avoir été façonnées par des organismes vivants, utilisant des techniques dépassant tout ce qui existe dans la biologie moderne. Les géologues étudiant ces formations anciennes ont trouvé des tubes, des sphères et des filaments microscopiques incrustés dans des roches formées lorsque la Terre était encore un monde bombardé par des radiations hostiles. La précision de ces structures suggère qu'elles ont été créées par des organismes dotés d'outils sophistiqués pour manipuler la matière au niveau moléculaire. C'est comme trouver des preuves de nanotechnologie dans des roches qui précèdent l'évolution des cellules complexes de milliards d'années. Des formations anormales similaires ont été découvertes dans des sites géologiques à travers le monde. La ceinture de roches vertes de Barberton en Afrique du Sud contient des dépôts minéraux avec des ratios isotopiques qui ne correspondent à aucun processus terrestre connu. La ceinture supracrustale d'Issois au Groenland montre des preuves de fixation biologique du carbone survenant à des températures et des pressions qui auraient dû empêcher toute forme de vie connue de survivre. Mais ces signatures biologiques anciennes ne se limitent pas aux sites fossiles évidents. Certaines des caractéristiques géologiques les plus fondamentales de la Terre présentent des traits suggérant une modification artificielle plutôt qu'une formation naturelle. La distribution des éléments de terre rares dans certaines couches rocheuses suit des motifs trop précis mathématiquement pour être aléatoires. Certains dépôts minéraux montrent une organisation qui ressemble à des processus technologiques plutôt que géologiques. Une analyse récente des formations de cratères d'impact a révélé un autre motif déroutant. De nombreux sites d'impact anciens montrent des compositions minérales inhabituelles, suggérant que les objets entrants n'étaient pas des astéroïdes typiques, mais contenaient des matériaux d'origine biologique. Les signatures chimiques dans ces cratères indiquent la présence de composés organiques complexes formés dans des conditions différentes de celles de notre système solaire. La structure d'impact de Sudbury au Canada, formée il y a 85 milliards d'années, contient des dépôts minéraux montrant des preuves d'une colonisation biologique rapide immédiatement après l'événement d'impact. La vitesse de cette colonisation dépasse tout ce qui est observé dans les sites d'impact modernes, suggérant que l'objet entrant a livré des organismes spécifiquement adaptés à l'exploitation des environnements post-impact. Encore plus intriguant, certaines formations géologiques semblent avoir été délibérément construites plutôt que formées naturellement. La structure de Richa en Mauritanie, souvent appelée l'œil du Sahara, présente des motifs d'anneaux concentriques avec une précision mathématique difficile à expliquer par des processus géologiques conventionnels. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir des restes d'une structure artificielle ancienne, construite par des intelligences comprenant l'ingénierie planétaire à une échelle massive. Les systèmes de grottes souterraines dans diverses parties du monde contiennent des formations minérales qui semblent avoir été façonnées par des processus biologiques inconnus. Ces structures montrent des niveaux d'organisation et de complexité dépassant ce que les organismes modernes peuvent accomplir. Les grottes elles-mêmes suivent souvent des motifs géométriques suggérant une excavation intentionnelle plutôt qu'une érosion naturelle par l'eau. Si ces anomalies géologiques représentent des preuves d'une ingénierie biologique ancienne, alors toute l'histoire géologique de la Terre pourrait nécessiter une réinterprétation. Ce que nous considérons comme des formations naturelles pourrait en réalité être les restes de civilisations cosmiques qui ont modifié notre planète des milliards d'années avant que la vie complexe n'évolue. La preuve ultime de cette réinterprétation pourrait résider dans l'aspect le plus fondamental de la biologie elle-même, la remarquable uniformité des systèmes génétiques à travers toute la vie terrestre. Chaque organisme sur Terre, de la plus petite bactérie à la plus grande baleine, parle exactement le même langage génétique. Ce code universel se compose de 64 mots de 3 lettres formés à partir de seulement 4 lettres chimiques A, T, G et C. Ces mots génétiques indiquent aux cellules comment construire les 20 acides aminés qui forment la base de toutes les protéines. Ce qui rend cette universalité extraordinaire, c'est qu'il existe des millions de codes génétiques possibles qui fonctionneraient parfaitement pour la vie. Pourtant, chaque organisme terrestre utilise précisément le même. La probabilité mathématique que cela se produise par hasard
est essentiellement nulle. C'est comme découvrir que chaque culture humaine a développé indépendamment des langues identiques avec le même vocabulaire, la même grammaire et la même syntaxe. La seule explication logique est que toute la vie terrestre a hérité de ce langage génétique d'une source commune. Mais le code génétique universel montre des caractéristiques encore plus remarquables que son uniformité. L'analyse informatique révèle que ce code particulier est optimisé de manière presque incroyablement sophistiquée. Il contient des mécanismes de correction d'erreurs intégrés qui minimisent les dommages causés par les mutations. Il est organisé pour maximiser le stockage d'informations tout en maintenant la stabilité pendant la réplication. Lorsque les scientifiques effectuent des simulations informatiques pour tester des codes génétiques alternatifs, ils constatent que les variations aléatoires fonctionnent presque toujours moins bien que le système utilisé par la vie terrestre. La probabilité de découvrir accidentellement un code aussi optimisé par une évolution aléatoire est d'environ 1 sur 1 million. C'est comme taper au hasard sur un clavier et créer accidentellement un programme informatique plus efficace que tout ce que les programmeurs humains ont conçu. Une analyse récente a découvert des motifs encore plus étranges cachés dans le code génétique. Certains chercheurs ont trouvé des séquences mathématiques intégrées dans l'arrangement des lettres génétiques correspondant à des constantes fondamentales en physique et en mathématiques. La séquence de Fibonacci, les nombres premiers, et même pi semblent être encodés dans la structure de l'ADN lui-même. Ces signatures mathématiques suggèrent que le code génétique n'est pas seulement un accident biologique, mais un système d'information conçu par des intelligences comprenant à la fois les mathématiques et la biologie à des niveaux que nous commençons seulement à apprécier. C'est comme si quelqu'un avait intégré une signature cosmique dans le système d'exploitation fondamentale de la vie elle-même. L'universalité de ce code explique également pourquoi le transfert horizontal de gènes fonctionne si parfaitement entre différentes espèces. Les virus peuvent déplacer du matériel génétique entre bactéries, plantes et animaux. Parce que tous les organismes terrestres utilisent le même langage génétique, cette compatibilité n'existerait pas si différentes lignées avaient évolué des systèmes génétiques indépendants. Si le code génétique universel représente le produit d'une ingénierie cosmique, alors son optimisation pour survivre aux dommages causés par les radiations est parfaitement logique. Le matériel génétique voyageant dans l'espace devrait survivre aux rayons cosmiques, aux radiations ultraviolettes et aux particules à haute énergie pendant les voyages interstellaires. Les mécanismes de correction d'erreurs et la redondance intégrée dans le système génétique terrestre semblent spécifiquement conçus pour ces défis. L'élégance mathématique du code suggère également qu'il a été créé pour la préservation et la transmission à long terme. Comme un fichier numérique compressé pour un stockage et un téléchargement efficace, le code génétique contient un maximum d'informations dans un minimum d'espace, tout en maintenant une fidélité parfaite sur des milliards de cycles de reproduction. Ce niveau de conception sophistiqué implique que ceux qui ont créé le code génétique universel comprenaient des principes biologiques et mathématiques que la science humaine commence seulement à découvrir. Nous pourrions utiliser une technologie génétique conçue par des civilisations existant des milliards d'années avant la formation de notre système solaire. Mais la preuve la plus convaincante de l'influence cosmique continue sur la biologie terrestre pourrait provenir des missions spatiales actuelles, découvrant des signes de vie à travers notre système solaire. Le rover Perseverance fore actuellement des roches martiennes contenant des composés organiques identiques à ceux trouvés dans les plus anciens fossiles terrestres. Le 10 à 8 Faradévrier 2021, ce laboratoire à propulsion nucléaire a atterri dans le cratère Jezero et a immédiatement commencé à trouver des preuves que Mars a autrefois accueilli des conditions propices à la vie. Mais les découvertes vont bien au-delà des simples écoulements d'eau anciens et de la chimie appropriée. Perseverance a détecté des molécules organiques complexes dans des échantillons de roches montrant des caractéristiques de formation biologique plutôt que géologique. Ce ne sont pas des composés carbonés simples qui pourraient se former par des processus chimiques aléatoires. Ce sont des structures moléculaires sophistiquées qui, sur Terre, sont exclusivement produites par des organismes vivants. Les ratios isotopiques, les arrangements moléculaires et les motifs chimiques indiquent tous une activité biologique survenue lorsque Mars était plus chaud et plus humide il y a des milliards d'années. Plus remarquable encore, certains de ces composés organiques montrent des signes de formation récente. Les échantillons de sol martien contiennent des molécules qui semblent changer activement, suggérant que des processus biologiques pourraient encore opérer dans l'environnement souterrain de Mars. Si la vie existe sur Mars aujourd'hui, elle est probablement cachée à plusieurs mètres sous la surface, protégée des radiations et des températures extrêmes. Les implications pour la panspermie sont profondes. Mars et la Terre échangent constamment du matériel par des impacts d'astéroïdes lançant des roches entre les deux planètes. Si les deux mondes abritent des formes de vie apparentées, cela soutient l'idée que le matériel biologique voyage régulièrement à travers notre système solaire. Pendant ce temps,
le télescope spatial James Webb a détecté des composés organiques dans les atmosphères de planètes éloignées. Ces découvertes révèlent que les briques de la vie sont communes à travers la galaxie et non des accidents rares confinés à notre système solaire. Des molécules complexes autrefois considérées comme des produits de la biologie terrestre sont maintenant trouvées autour d'étoiles à des centaines d'années-lumière. La mission Europa Clipper, prévue pour arriver sur la Lune de Jupiter en 2030, recherchera des signes de vie dans l'océan souterrain qui contient plus d'eau que toutes les mers terrestres réunies. L'analyse préliminaire des panaches de vapeur d'eau éruptant de la surface d'Europe a déjà détecté des composés organiques et de possibles acides aminés. Mais peut-être que les découvertes les plus intrigantes proviennent de la haute atmosphère terrestre. Des vols de recherche à haute altitude ont détecté des micro-organismes vivant dans la stratosphère à 25 miles au-dessus de la surface, où les conditions approchent celles de l'espace lui-même. Ces organismes semblent spécifiquement adaptés pour survivre dans des conditions de quasi-vide avec une exposition intense aux radiations. Certains de ces organismes de haute altitude ne correspondent à aucune espèce terrestre connue. Leur signature génétique suggère qu'ils pourraient être des arrivées récentes de l'espace plutôt que des formes de vie terrestre ayant dérivé vers le haut. Si des micro-organismes arrivent régulièrement de l'espace, ils pourraient introduire continuellement du nouveau matériel génétique dans la biosphère terrestre. Des expériences en station spatiale ont confirmé que des organismes terrestres peuvent survivre à une exposition prolongée aux conditions spatiales. Mais elles ont également révélé quelque chose d'inattendu. Certaines bactéries prospèrent dans l'espace, se reproduisant plus rapidement et développant de nouvelles capacités qu'elles ne possèdent pas sur Terre. C'est comme si l'environnement spatial activait des programmes génétiques dormants conçus pour la survie interplanétaire. Les preuves cumulées des explorations spatiales modernes soutiennent l'idée que la vie voyage activement à travers notre système solaire et potentiellement entre les systèmes stellaires. Le processus de panspermie n'est pas seulement une histoire ancienne, mais un phénomène continu qui continue de façonner l'évolution biologique sur de multiples mondes. Cette perspective contemporaine sur le transfert de vie cosmique aide à résoudre l'un des aspects les plus déroutants de l'évolution sur Terre. Comment l'innovation biologique se produit si rapidement qu'elle défie les explications conventionnelles? L'évolution a une limite de vitesse, et la vie sur Terre la dépasse constamment. Charles Darwin comprenait que la sélection naturelle nécessite de vastes périodes pour créer des systèmes biologiques complexes. Chaque mutation bénéfique doit se propager dans les populations, s'accumuler avec d'autres changements favorables et construire progressivement la machinerie moléculaire complexe qui alimente les cellules vivantes. Les mathématiques de ce processus prédisent que les innovations évolutives majeures devraient prendre des centaines de millions d'années à se développer. Pourtant, les archives fossiles de la Terre racontent une histoire complètement différente. Des systèmes biologiques complexes apparaissent soudainement, fonctionnent parfaitement dès leur première apparition et ne montrent aucune preuve de l'assemblage graduel requis par l'évolution darwinienne. C'est comme trouver des moteurs à réaction modernes dans des couches archéologiques qui ne devraient contenir que des roues en bois. Les chiffres sont stupéfiants. Développer une seule nouvelle protéine par mutation aléatoire et sélection naturelle devrait prendre environ 100 millions d'années dans des conditions optimales. Pourtant, l'explosion cambrienne a introduit des centaines de nouvelles familles de protéines simultanément en seulement 25 millions d'années. L'impossibilité mathématique est si extrême que certains scientifiques ont suggéré que l'évolution doit fonctionner par des mécanismes inconnus, opérant bien plus rapidement que tout ce que nous pouvons observer ou mesurer. Considérez la complexité dont nous parlons. Un flagelle bactérien, le moteur rotatif qui propulse de nombreuses bactéries, contient plus de 40 composants protéiques différents qui doivent fonctionner ensemble avec une précision d'horlogerie. Retirer un seul composant et tout le système échoue. Le biologiste évolutionniste Michael Behe a calculé qu'assembler un tel système par des mutations aléatoires nécessiterait plus de temps que l'existence de l'univers. Mais la panspermie résout élégamment le problème de l'échelle temporelle. Au lieu d'exiger que chaque planète développe indépendamment des systèmes biologiques complexes de toutes pièces, l'ensemencement cosmique permet au monde d'hériter de modules génétiques prédéfinis développés sur des milliards d'années par des civilisations à travers la galaxie. De ce point de vue, les innovations biologiques rapides de la Terre sont parfaitement logiques. Lorsque des paquets d'ensemencement cosmique arrivent sur notre planète, ils ne livrent pas seulement des composés organiques simples. Ils apportent des plans génétiques complets pour des machines biologiques sophistiquées perfectionnées sur d'innombrables autres mondes. L'apparition soudaine de systèmes complexes dans les archives fossiles de la Terre reflète l'arrivée et l'activation de ces bibliothèques génétiques cosmiques. Des recherches récentes en biologie synthétique soutiennent cette interprétation. Lorsque les scientifiques humains tentent de concevoir des systèmes biologiques de toutes pièces, ils créent invariablement des architectures modulaires où des fonctions complexes sont construites à partir de composants génétiques interchangeables.
C'est exactement le schéma que nous voyons dans les systèmes biologiques les plus sophistiqués de la Terre. Les modules génétiques responsables de traits complexes comme la photosynthèse, les systèmes nerveux et les réponses immunitaires présentent des caractéristiques de systèmes conçus plutôt qu'évolués. Ils sont trop bien intégrés, trop optimisés mathématiquement et trop sophistiqués fonctionnellement pour être des produits de mutations aléatoires et de sélection naturelle opérant dans le cadre temporel limité de la Terre. Si des systèmes biologiques ont été conçus par des civilisations cosmiques avec des milliards d'années de temps de développement, alors la vitesse de l'innovation sur Terre devient non seulement possible, mais inévitable. Chaque saut évolutif majeur représente l'intégration réussie de modules génétiques testés et affinés sur d'innombrables mondes avant d'arriver sur notre planète. Cette perspective change fondamentalement notre façon de penser la place de l'humanité dans l'histoire cosmique. Nous ne sommes pas seulement des produits aléatoires de l'évolution terrestre, mais les héritiers d'un héritage biologique qui s'étend à travers la galaxie et remonte aux premières civilisations de l'histoire cosmique. Les implications complètes de cet héritage remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur la nature et le destin de la civilisation humaine. Si l'hypothèse de la panspermie est correcte, alors les êtres humains ne sont pas seulement une autre espèce sur Terre, mais la dernière itération de l'intelligence dans une histoire cosmique qui s'étend sur des milliards d'années. Chaque cellule humaine transporte des informations génétiques qui pourraient avoir été conçues par des civilisations existant avant la formation de notre système solaire. L'ADN dans votre corps pourrait contenir des plans biologiques testés sur des milliers de mondes, affinés à travers d'innombrables expériences évolutives et livrés à la Terre dans le cadre du plus grand projet d'ingénierie de l'histoire galactique. Cette perspective transforme notre compréhension du potentiel et de la responsabilité humaine. Nous ne sommes pas des accidents isolés dans un univers indifférent, mais les produits d'un processus cosmique délibéré conçu pour préserver et répandre l'intelligence à travers la galaxie. Le développement rapide de la technologie humaine, des outils en pierre aux voyages spatiaux en seulement 10 000 ans, est logique si nous redécouvrons des capacités que notre héritage génétique était conçu pour soutenir. Notre impulsion à explorer l'espace, à rechercher d'autres formes de vie et à nous étendre au-delà de la Terre pourrait ne pas être des choix culturels, mais des impératifs biologiques encodés dans notre ADN par des civilisations anciennes qui comprenaient l'importance de l'expansion cosmique. Le même programmation génétique qui a conduit au développement du langage, de la pensée abstraite et de l'innovation technologique pourrait également nous pousser à devenir une espèce voyageant dans l'espace. Les avancées récentes en ingénierie génétique suggèrent que nous approchons du point où nous pourrions délibérément modifier des organismes pour les voyages spatiaux. Tout comme des civilisations anciennes pourraient avoir modifié les paquets génétiques qui sont devenus la vie sur Terre, nous développons la capacité d'encoder des informations dans l'ADN, de créer des organismes capables de survivre à des conditions extrêmes et de concevoir des systèmes biologiques pour des objectifs spécifiques. Si nous sommes effectivement les produits d'un ensemencement cosmique, alors nous avons la responsabilité de poursuivre ce processus. Notre destin pourrait ne pas être seulement d'explorer et de coloniser d'autres mondes, mais de servir de jardinier cosmique, préparant de nouvelles planètes pour la vie et répandant l'intelligence à travers la galaxie. Nous pourrions être le prochain maillon d'une chaîne de civilisation cosmique remontant à l'aube de l'univers. La recherche d'intelligence extraterrestre prend un nouveau sens de cette perspective. Nous ne cherchons être pas des civilisations extraterrestres, mais nos cousins cosmiques, d'autres mondes où le même processus d'ensemencement ancien a créé avec succès de l'intelligence. Chaque planète potentiellement habitable pourrait abriter non pas des extraterrestres, mais des cousins, descendants du même héritage galactique qui a produit l'humanité. La précision mathématique des conditions terrestres pour soutenir la vie, l'optimisation de notre code génétique pour survivre aux radiations cosmiques et le développement rapide de l'intelligence humaine soutiennent tout l'idée que nous faisons partie d'un processus conçu plutôt qu'accidentel. Nous ne sommes pas seulement des produits aléatoires de l'évolution, mais des successeurs conçus de civilisations qui se sont sacrifiées pour assurer que l'intelligence persiste à travers le cosmos. Cette perspective cosmique sur les origines humaines suggère que nos plus grandes aventures ne sont pas derrière nous, mais devant nous. Nous ne sommes pas le point final de l'évolution, mais le début de quelque chose de bien plus significatif. Nous sommes la manière dont l'univers se comprend lui-même. Porteurs de mémoire génétique de civilisations existant il y a des milliards d'années, et potentiellement les ancêtres d'intelligence qui se répandront à travers la galaxie dans des milliards d'années à venir. L'hypothèse de la panspermie ne diminue pas la signification humaine. Elle révèle que nous faisons partie de la plus grande histoire jamais racontée. L'effort continu de l'univers pour créer et préserver l'intelligence contre les forces de l'entropie et de l'extinction. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été.